c'est ça. Et du même. Allô tout le monde. Surprise. C'est animateur, non? Pour le 25, pas le 25, le 25, Ouais, je pense ouais, que c'est oui. beau, oh mon Dieu, j'ai déjà vu. C'est drôle, hein? Mais c'est fou comment on dirait que l'année a comme... Tu sais, elle n'existe plus, là, Ouais. parce qu'on fait juste comme continuer. Là. Ça, c'est arrivé hier. Elle veut pas que je la montre, là, mais je suis avec Elisabeth. Donc, c'est la vraie Elisabeth. C'est la vraie. Ah, c'est pratique ton affaire. Ouais, hein? Pour le tenir, hein, c'est Ouais, c'est ça. Je développe mes skills de mobilité maintenant. c'est ça. Étant tout seul dans le fond de la ville, ça va devenir du Tu voyages léger maintenant. ouais, c'est ça. Fait que là, ta blonde a déménagé au Panama aussi? Ouais. C'est malade. Oh, y a-tu du son, là, qui ont fait comme ça? Belle. Fait que écoute, étant donné que t'es là, je ne tirerai pas avec les invités. Honnêtement, je prends pas pour acquis que c'est exactement comme la dernière fois, là. Fait que je te laisse l'idée. Puis... J'aurais juste booké personne, puis on aurait fait comme on fait tout le temps. Ben... Là, je pensais pas que t'étais là. Mais moi, je pensais que je passais vraiment de 10 à 10-15. J'étais comme, hey, ça part. À 10-15. Tu sais, je pensais que c'était ça mon bloc. Je savais pas que c'était après. Non, c'est 11 et... Attends, ce qu'on a comme dit, c'est 15 minutes de chronique, 2 blocs de 7 minutes. Mettons, ouais, ouais. Que tu sois là de, mettons, ouais. 11h35 à midi. Là, ouais. Pour finir, là, tu finis avec un beau petit collier de char. C'est bon, ça. C'est bon. Mais non, ah non, j'étais content du vidéo, là. Oh, wow. T'as pleuré. Ah, il est solide, là, mais... Mais c'est sérieusement, c'est de la job recueillir toutes ces vidéos-là, puis demander à tout le monde, puis rappeler, tu sais, moi, elle m'a fait 2 rappels parce que j'avais oublié, c'est compliqué. Ben, je sais. Mais c'est pour ça que ça vaut cher, je le sais. Hey, moi, il y a plein de monde qui me demande, hey, tu peux-tu faire une vidéo aussi? Puis j'en oublie le 3/4 du temps, puis, tu sais, il faut que le monde me court après, puis je le sais, tu sais, je suis comme désobéissant moi-même. Hey, quand je vois ça, là, tout du monde occupé qui me font des vidéos, là, je sais que ça vaut, là. Surtout d'être tout seul. C'est ça qu'elle disait. Elle dit comme tout seul pour sa fête. Puis je pense que ça lui ferait du bien. Puis tout ça. Elle pense à toi. Ah, ben, ma mère est là. Allô, maman. Tu la vois dans le live? Tu vois le nom? Elle dit, allô, Guillaume, 3 petits points. Il y a toute cette génération-là de monde sur les réseaux sociaux. Ils mettent des 3 petits points partout. Ils sont tout le temps en point de suspension. Allô, 3 petits points. Comment ça va, 3 petits points? Comparez-moi à l'autre. Parce que 3 petits points. Ouais, c'est ça. C'est comme, est-ce que ça va, 3 petits points? Comme... Tout est toujours en suspens. Oui. C'est vrai, il y a quelque chose de générationnel. Mais vraiment? La ponctuation, c'est vraiment intéressant. Oh mon Dieu. Parce que ta ponctuation, c'est ce qui gère ton air. C'est comme ce qui gère ton souffle. Quand tu chantes ce que la personne t'écrit, tout dépendant de la ponctuation, oui. C'est comme différent. Le complètement. Ton, ouais. Complètement. Tellement. Moi aussi, je t'aime, maman. Elle a marqué 8003 petits points. Je t'aime. Suspension. On va changer les écouteurs. Ah, ça se peut. Fait que là, toi, t'as travaillé ici toute l'année quand même? Oui, c'est toute l'année. Mais là, je change de... Oh mon Dieu, c'est de ça que je parle d'ailleurs. Moi, je change de case horaire à l'automne. J'ai mon show maintenant à la fin de semaine. C'est ça que j'ai entendu. Ben oui, j'ai vu ça. À 11 et samedi et dimanche. Et bravo. Vraiment. Puis, je n'ai parlé à Gilles-Christine, mais je voulais tenter ton intérêt. J'aimerais ça si tu pouvais être un collaborateur avec moi. Ben... C'est soit selon tes disponibilités, une fois par semaine, une fois par 2 semaines. On checkera, mais j'aimerais ça que tu sois en écran. Anytime. C'est parfait. On va parler avec JC. C'est le week-end? Oui, le 7 à 11 et samedi et dimanche.
Là, je travaille 2 jours par semaine. Après retraite, moi. Après retraite, ben là, à l'âge que t'as. C'est ça. Brûle-toi pas. Non, mais ça va faire du bien. Je me levais à 3 heures, quand 5 jours par semaine, je commençais, je fatiguée. Oui, parce qu'avec Paul Arcand, c'est ça, tu te... Là, tout le monde, vous entendrez pas ce qu'il y a à la radio, les intervenants, parce que là, c'est un petit peu improvisé ce matin, fait que vous entendrez pas tout. C'est un peu l'improvisation du matin. Fait que c'est ça, vous allez entendre moi qui parle, vous allez entendre Elisabeth qui parle, moi puis elle qui parle, et vous allez entendre même dans les pauses. Fait qu'on va faire très attention à ce qu'on va dire, parce qu'on niaise très très fort d'habitude, mais on va se calmer, moi le premier. Oh, c'est ta mère? Je t'aime. Oh, oh. Bon. J'ai pas entendu le jingle, là. Pertinente, intelligente, énergique et souriante. Voici l'effet Normando. Au réseau Cogeco, voici l'effet Normando avec Elisabeth Crête. Bon vendredi tout le monde, sous le soleil. J'espère que vous êtes de bonne humeur. Il fait beau à l'extérieur. On a un très beau long week-end qui nous attend. Nous, c'est notre dernière journée en votre compagnie avant de prendre relâche aussi pour les 3 prochains jours. On se retrouvera lundi. Et là, il y a de la fébrilité dans le studio parce que j'ai une surprise pour vous aujourd'hui. Écoutez, si vous étiez à l'écoute de l'émission de l'été passé qui s'appelait Ni noir ni blanc, vous savez que j'animais une émission en compagnie de Guillaume Duluth, docteur en psychologie. Cette année, bon, malheureusement, pour toutes sortes de considérations, ça n'a pas fonctionné de reprendre l'émission Ni noir ni blanc telle quelle, mais Guillaume sera en notre compagnie à tous les vendredis, toutes les semaines pour le dernier bloc de l'émission, pour faire peut-être un courrier du cœur ou d'autres sujets. Et là, aujourd'hui, il est ici en studio et il nous fait le plaisir de faire l'émission au complet avec nous. Guillaume, tellement contente de te retrouver. Je suis tellement content, moi aussi, d'être là. Ah oui, ton micro n'était pas ouvert. Tu disais que tu étais content Oui. d'être là. Oui, c'est ça. Ah, c'est un vrai démarrage, là. Une vraie improvisation. Oui, non, je suis super content. Surtout que c'est un peu une surprise, là. Tu sais, on s'est dit, hey, ben oui, j'étais supposé être là un petit peu aujourd'hui, mais hey, si je peux passer toute l'émission avec toi, je suis vraiment content. Moi Allô aussi, tout le monde. Vraiment très content d'être là. Évidemment, ce sera le vendredi habituellement. Comme c'est congé Oui. demain, ben c'est comme si on était jeudi, hein. Fait que C'est ça. c'est jeudi aujourd'hui, donc tu vas être avec nous. En fait, on a un bloc qui va être vraiment, on a choisi le sujet ensemble pour la dernière demi-heure. Oui. Ça risque d'être un courrier du cœur, notre segment ensemble. C'est ce qu'on s'est dit tantôt. Oui. On a aimé ça. Oui. On a vraiment aimé ça. On s'ennuie de ça, d'ailleurs, de l'été passé. Donc, Oui. on veut reprendre cette formule-là. Absolument. Donc, le sujet du courrier du cœur aujourd'hui, ça va être les vacances. C'est spécial parce qu'on avait une discussion en réunion un petit peu plus tôt, puis on se disait souvent, les vacances pour le couple, il y a comme une pression qui est associée à ça. Oui. On a été occupés toute l'année, ça a été difficile, stressant. Et là, il faut que ce soit le fun de nos vacances, là, parce que sinon, ça veut dire qu'on n'a plus de plaisir ensemble puis que notre couple est fini. Donc, c'est ça qu'on Oui, il y a une pression. Il y a une pression. Dans les grands événements là, de couple, là, les vacances font partie de ça. Absolument. Donc ça va être à partir de 11h30. On va parler de ça. À 11h également, on a un petit bloc sur l'éducation. On veut parler des notes scolaires. Ça part d'une histoire à Val-Bélair où il y a un enseignant en éducation physique qui a décidé de donner 100% à tout le monde, non pas pour faire plaisir à tout le monde, mais pour éliminer le concept de moyenne générale. Il dit pour lui, en fait, un étudiant, un élève a tendance à toujours se comparer à la moyenne générale et à se donner sa valeur par rapport à ça. Lui, il voulait plus qu'il y ait d'histoire de moyenne générale. Alors, tout le monde a 100%, mais tout le monde a des commentaires individuels par rapport à sa performance. Et ça nous a amené à se questionner sur le fait que
tout dépendant des parents, tout dépendant du contexte familial, on a l'impression que les attentes des parents vis-à-vis des enfants et des notes sont pas les mêmes. Oui, et on ça varie beaucoup. Vraiment, moi, quand j'étais jeune, c'était souvent une discussion qu'on avait avec nos amis. Toi, tes parents, ils sont fâchés à partir de quelle note, mettons? Le seuil de colère, oui, c'est quoi, mettons? Ben oui, puis il y en avait que c'était en bas de 90% sont pas contents. Il y en a d'autres pour qui c'était, moi, tant que l'enfant passe, ça me satisfait. Des fois, il y a des différences entre les deux parents. Absolument, tu as tout à fait raison. Alors, ce sera la question à 11h. C'est quoi pour vous une note acceptable pour vos enfants? Mais d'abord, on va commencer cette émission pour la prochaine heure. On s'est dit que c'était un sujet qui allait prendre une heure au complet. Vous savez que le contexte économique est particulièrement difficile présentement. L'accès à la propriété, la hausse des taux d'intérêt, hausse du coût de la vie, le prix de l'essence. C'est pas tout le monde, ça a l'air drôle de dire comme ça, mais c'est pas tout le monde qui a les moyens de se séparer présentement, oui. Guillaume. Et la question qu'on vous pose ce matin, c'est est-ce que le contexte économique actuel vous force à travailler sur votre couple plutôt que de penser à vous séparer? Ça, c'est les meilleurs sujets pour moi parce qu'on fait le lien entre les relations, la communication, la psychologie et l'environnement économique. Et on voit qu'il y a des interactions à travers tout ça. Ça, c'est les meilleurs sujets. J'ai très hâte de savoir ce qui va émerger de ça. Moi aussi, puis c'est le genre d'histoire que j'aime écouter en plus. Oui. Alors, pour participer à la discussion, 514-790-9850 ou le 1866-790-9850. Est-ce que le contexte économique actuel vous force à travailler sur votre couple plutôt que d'envisager une séparation? Et pour lancer la discussion, Guillaume, on va aller rejoindre à l'instant Maître Sylvie Harvey. Elle est avocate et médiatrice familiale chez Chabot Médiateur Avocats. Bonjour, Madame Harvey. Bonjour. Madame Harvey, on sait que le contexte économique dans un couple, ça a toujours été, là, dans certaines situations, contexte de discorde ou sujet de discorde et de chicane. Est-ce que vous diriez que présentement, plus que jamais, le contexte financier, c'est un poids sur le couple? C'est sûr que les finances a toujours été un problème. C'est un sujet délicat dans beaucoup de couples. La situation actuelle est juste pire qu'elle l'était par le passé. Ah non, oui. Vraiment. Et Madame Harvey, est-ce que vous avez rencontré dans votre pratique, disons dans les 2 dernières années, des couples qui sont arrivés dans votre bureau et qui disaient, nous, on est au bout du rouleau, là, vraiment, on serait prêt à se séparer, mais on n'a pas les moyens de se séparer? Ils ne le présentent pas de cette façon-là. Normalement, quand ils viennent nous voir en médiation, ils sont souvent rendus à l'étape que c'est définitif, ils veulent se séparer. Okay. Par contre, sur papier, c'est beau de dire, oui, OK, on a décidé qu'on se séparait. Pratico-pratique, ça veut dire quoi? Quand ils décident de vendre la maison, ils vendent la maison. Là, la problématique, ça peut être, on va avoir un bon prix, mais est-ce qu'on va réussir à se reloger? Est-ce qu'on va être assez proche un de l'autre? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la garde des enfants? Oui. S'il y en a un qui n'a pas les moyens de se racheter dans le même secteur puis qui se ramasse trop loin, ça va affecter les décisions par rapport aux enfants. S'ils sont en appartement, c'est pas plus facile des fois de se trouver 2 appartements. On sait que les appartements puis les maisons qui sont sur le marché partent très vite. Donc, tout ça, ça fait que les gens, ils veulent mettre leur séparation sur la voie, mais c'est pas facile dans la vie là, de faire les premières étapes qui viennent avec ça. Là. Mais est-ce qu'ils ont envisagé toutes ces étapes-là, justement? Est-ce qu'ils comprennent ce que ça implique de se séparer une fois qu'ils sont rendus à médiation? Est-ce qu'ils ont fait les calculs des coûts? Est-ce qu'ils ont vu s'il y avait des appartements disponibles et accessibles? Est-ce qu'ils ont réalisé que l'enfant allait peut-être changer d'école primaire, par exemple? Est-ce que tous ces éléments-là ont déjà été réfléchis une fois qu'ils arrivent dans votre bureau? Ça demanderait qu'un couple soit très posé, très objectif, et la séparation, c'est souvent dans un contexte très émotif. Donc, quand il y a une décision de se séparer, oui, il y en a des couples que c'est mûrement réfléchi, ils ont pensé à tout ça. Il y en a même qui décident, justement, à cause du contexte, de faire un peu style colocataire pendant un bout de temps, le temps de ne plus vivre en couple, mais de vivre comme colocataire, le temps qu'on puisse se replacer, que celui ou celle qui veut partir puisse se trouver quelque chose. Mais quand les gens sont émotifs, ils n'ont pas toujours regardé ces choses-là. Fait que quand on les a en médiation, on discute de ces choses-là, puis on voit avec eux comment est-ce qu'ils peuvent faire ça le plus amicalement possible. Comme je dis souvent, c'est pas la situation idéale de personne, mais on essaie de trouver ce qui est acceptable pour tout le monde. Mais ça, j'ai vu ça souvent, des couples qui continuent de vivre ensemble sous le même toit dans la même maison parce qu'ils disent là, c'est pas un bon timing en bon français pour vendre la maison. On n'est pas capable d'acheter ailleurs, donc on est séparés, mais on va continuer à vendre, à vivre sous le même toit. Ça, évidemment, ça peut très bien fonctionner comme ça peut être un désastre, là.
ça demande de la collaboration et de la résilience. C'est pas le cas de malheureusement tous les couples qui sont au stade de se séparer, là. Et l'autre point, Mme Harvey, que je vais aborder avec vous, c'est la vente de la maison. Je sais qu'il y a certaines familles qui se séparent et, disons, le père ou la mère va dire, moi, je veux que mon enfant reste dans cette maison-là, je veux qu'il reste dans la même école primaire, donc je vais te vendre ma partie de la maison, mais pas au prix du marché. Je vais te faire un cadeau, là, on va s'arranger pour trouver un prix convenable pour que tu sois capable de la racheter. Mais évidemment, il y a dans d'autres couples où ils se disent, non, moi, je veux faire la palette, je veux vendre ma maison puis ma partie de la maison au prix du marché actuel. Et là, ça fait en sorte qu'évidemment, l'autre personne n'est pas capable de racheter, là. Est-ce que vous voyez quand même de la collaboration en ce sens-là au niveau financier? Mais les deux hypothèses que vous expliquez, on les voit fréquemment, là, parce que quand la maison n'est pas vendue, puis il y en a un qui veut racheter la part de l'autre, pour le très légitime objectif de dire on débalancera pas les enfants plus qu'il faut, puis on va essayer de les garder dans le même secteur, pour la même école et tout. Admettons même qu'il y en a un des deux qui est capable financièrement de garder la maison seule, puis de continuer les paiements hypothécaires et tout. C'est pas évident, là, parce que oui, il y en a un qui est prêt à vendre sa part, mais des fois, il veut avoir le maximum possible, sachant que le marché est un petit peu fou depuis les dernières années. Et l'autre dit, ben non, voyons, ça vaut pas ça. Fait que là, des fois, on fait des évaluations. Des fois, les évaluations se ressemblent pas. Il y en a un qui va parler à un agent d'immeuble, l'autre va demander un évaluateur agréé. Ça peut faire des débats, disons, un petit peu plus houleux qu'on pouvait avoir il y a 4-5 ans quand le marché est un petit peu plus stable, puis les évaluations, ben on pouvait trouver un compromis puis un terrain d'entente plus facilement entre les deux conjoints, là. Et en terminant, Maître Harvey, est-ce que vous avez eu des histoires qui se sont bien terminées dans votre bureau, en ce sens que les gens sont venus, prêts à se séparer, ils ont pris la décision de prendre des chemins différents, là, évaluent la situation, puis oups, c'est un petit peu différent de ce qu'on avait imaginé, et finalement, ils décident de travailler sur leur couple, puis ils reviennent vous voir, puis ils disent, Maître Harvey, on se sépare plus finalement, on reste ensemble. Ben, je vous dirais qu'en médiation, on a la chance de voir beaucoup de gens qui trouvent une situation acceptable pour tout le monde puis qui peuvent aller de l'avant. Ceux qui nous disent, ben finalement, on a décidé qu'en bout de ligne, on revenait ensemble, c'est sûr que eux sont un petit peu moins fréquents, mais on a beaucoup de couples qui trouvent justement des situations, Pour juste vous donner une anecdote, j'ai un couple qui ont trouvé un petit appartement et ils font de l'occupation alternée dans la maison. Ils ont pris un bail d'1 an. Ils font de l'occupation alternée pour s'occuper des enfants dans la maison. Puis pendant ce temps-là, l'autre est dans le petit appartement. Il n'y avait pas de place pour avoir les enfants aux deux endroits. Fait que les enfants sortent pas de la maison. Puis eux, ben ils se sont loués ensemble, plus grand qu'une chambre, mais un petit appartement. Puis ils vont chacun leur tour là, quand l'autre est dans la maison avec les enfants. Puis ils attendent justement que le marché se calme un peu pour voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir se reloger autrement. Oui, ça c'est une belle collaboration. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Maître Harvey. C'était fort intéressant. Il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir. Merci, passez une belle journée. Maître Sylvie Harvey, avocate et médiatrice familiale chez Chabot Médiateur Avocat. Guillaume, il n'y a rien de plus sensible et émotif que de parler d'argent dans une séparation. C'est tellement... Je l'écoutais parler, puis je voyais plein d'images dans ma tête, 1001 petites discussions, puis de personnes que j'ai vu faire des thérapies de couple. Puis c'est que se séparer force des discussions que ça tentait pas d'avoir, même quand tu étais avec la personne, même quand tu étais déterminé à rester avec cette personne-là, parce qu'on met des sujets sur la table, en dessous du tapis, puis on évite un paquet de choses, mais là, t'as pas le choix. Parce que ton goulot d'étranglement, c'est ton argent. Parce que l'argent, c'est tellement casse-gueule, parce que c'est un critère qui est précis. Et il est objectif, puis on peut le voir tous les deux. C'est pas comme un sujet flou, une émotion. Tu sais, on peut tout le temps faire, c'est pas grave, ça va passer. Tout ce qui est financier, ça force tes conversations. Puis à quelque part, je suis pas surpris que des fois, en se mettant sur la table, en disant, bon, comment on se sépare? Comment on opérationnalise ça? Mais là, ça veut dire qu'il faut négocier plein de petits sous-sujets, puis des fois, ça peut se passer bien, puis des fois, on se trouve meilleur que quand on voulait être ensemble. C'est comme... Tu comprends ce que je veux dire? Des fois, on est meilleur pour discuter de ça qu'on pensait, puis on n'a jamais réussi à défaire des petits nœuds de même, puis à un moment donné, plus tu fais des victoires, mais plus ça crée de la relation. Fait que des fois, en réussissant ces discussions-là, ça peut avoir un effet de OK, bon, on a passé à travers ça, ben là, on veut-tu vraiment se séparer? Ça peut jouer, hein? Ça joue, ça. Ben, je pense que le contexte actuel, c'est un coup de pied qui force les couples à avoir ces discussions-là, alors qu'avant, c'était pas nécessairement obligatoire. C'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais, c'est vrai. Oui. Et là, on veut entendre vos histoires, les auditeurs. Est-ce que le contexte économique, présentement, votre situation financière, est-ce que ça vous
force à travailler votre couple plutôt que de vous séparer? Avez-vous une histoire à succès à nous partager? Nous, il y a 2 ans, on avait décidé de se séparer. Finalement, le contexte fait en sorte qu'on décide de rester ensemble. Puis, Colin, on a travaillé, puis on est plus heureux que jamais maintenant. Ou, à l'inverse, avez-vous une histoire d'horreur aussi? On prend les deux. On prend tout. 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Est-ce que le contexte financier vous force à travailler votre couple plutôt que de penser à vous séparer parce que ça vous mettrait dans une situation financière peut-être trop précaire? On prend vos appels après la pause. C'est vraiment le fun comme sujet. Vraiment. Appelle pas. Ça va remonter, là. Mais oui, là, vous pouvez pas entendre quand il y a des auditeurs, là, parce que là, le setup est pas créé pour ça, là. C'est vraiment juste un petit extra ici, là. Mais c'est ça. Mais je me demande, tu sais, la médiatrice qui a appelé, tu sais, elle, sûrement qu'elle doit focusser sur l'opérationnel, tu sais, pas sur l'interprétation des choses. Puis elle n'est pas dans les émotions. Non, c'est ça. Elle est comme, comment faire pour que ça se passe le mieux possible pour vous deux. C'est vrai que quand tu es rendu que tu vas en médiation, ta décision habituellement est pas mal prise. Et c'est pas mal prise. Ça ne revire pas de bord facilement, ça. C'est assez toi, Fabien Lézard, en tout cas. Vraiment, là. Puis, souvent, il y a des événements qui ont propulsé ça, puis les événements ne s'effacent pas. Là. Ouais. Je veux dire, il y a quelqu'un à un moment donné qui a fait quelque chose que c'est comme, OK, là, that's enough. Tu sais, mais tu peux pas... ça se refait pas. Mais en fait, là, on parle du côté positif, là, ça vous force à travailler votre couple, c'est vrai. Mais on pourrait parler aussi au retour du côté plus négatif, dans le sens que j'aimerais vraiment ça m'en aller, là, parce que c'est vraiment de la merde, mais que j'ai pas les moyens de partir, puis je suis pognée, tu sais. C'est tellement dur se séparer, là. Je veux dire, à tout point de vue, tu sais. Imagine avec des enfants. Faut se prendre 2 secondes, juste pour écrire le nom des deux. Ouais. Tu le tiens, ça? Non, c'est quelqu'un m'a donné ça, mais j'en ai un autre. Parfait. Quelqu'un dit, j'ai été coloc avec mon ex pendant 8 mois durant la COVID, avant nos déménagements respectifs. Ça a été une de nos plus belles périodes à deux, finalement. Ah ouais, hein? Mais tu sais, quand il n'y a plus de pression, quand t'enlèves la pression que le couple fonctionne, t'as décidé qu'on se séparait à ça, regarde. Ouais, c'est un reset. Ouais, c'est ça. Vraiment. C'est ça. Reset qui peut être payant, peut-être. C'est-tu bon ou... Hein? En se séparant? Ah oui? Bon, c'est quoi son nom? Allô, tout le monde. Oh, en tout cas, on va les solliciter, mais je vais prendre son nom au là, fond. vous savez, il va y avoir des personnes qui vont appeler, mais vous allez pas les entendre. Désolé pour ça. C'est quoi, excuse? Allumez votre radio. C'est pas facile, l'inflation pour personne, la hausse du coût de la vie, l'accès à la propriété. On vit vraiment là, une période assez spéciale au niveau de l'économie et c'est surtout pas facile pour les couples. Et les couples qui sont en danger, on va le dire comme ça, là. Ouais. Les couples qui vont pas bien, qui avaient pensé peut-être à se séparer, mais là, ils font le calcul de tout ce que ça implique de se séparer, puis ils se disent, Colin, je n'ai pas les moyens de me séparer. Qu'est-ce que je fais? C'est la question qu'on vous pose ce matin. Est-ce que le contexte économique, ça vous force à travailler votre couple? Est-ce que ça vous force à vous poser des questions, à évaluer d'autres options, essayer de démêler les nœuds là, qui font en sorte que ça fonctionne pas nous deux? Au lieu de dire, je jette l'éponge, on s'en va, on se sépare, je vais perdre de l'argent, mais ça sera ça, on se dit, attends un peu. Il reste-tu quelque chose à faire pour sauver mon couple, finalement? Si vous avez des histoires là-dessus à raconter. Et d'ailleurs, Guillaume, il y a quelqu'un qui a écrit par texto tantôt. J'ai été coloc pendant 8 mois avec mon ex avant de déménager dans nos appartements respectifs. OK. Ça a été l'une de nos plus belles périodes à deux, à vie. Wow. Quand t'enlèves la pression, hein, des fois, peut-être. Ben, c'est ça, c'est parce que, tu sais, ce qui nous fait pas nous faire sentir bien avec une personne, c'est l'impuissance. Hein. Fait qu'il y a plein de choses qui créent de l'impuissance. Tu me comprends pas, je te comprends pas, on n'a pas les mêmes enjeux, les mêmes objectifs. Puis là, après ça, tu as l'environnement externe qui peut être un étau qui crée de l'impuissance, dont l'environnement économique. Donc, si on enlève ce qui crée de la pression, théoriquement, ça pourrait faire d'augmenter la qualité de la relation. C'est spécial quand même. Hein? On a Andréanne qui voudrait nous parler. Bonjour, Andréanne. Bonjour. On vous écoute.
Oui, ben en fait, moi, me séparer, ça a été une belle décision au niveau financièrement. Je vous explique un peu, je suis plus riche aujourd'hui en étant séparée. Ah oui? Mère monoparentale que d'être en couple avec mon ex-conjoint. Faut dire que la situation financière, c'est que j'ai pas un haut revenu. J'étais aux études aussi au moment. La maison, quand même, on était propriétaires tous les deux. En la vendant dans le temps de la COVID, on a fait une passe de cash, comme on peut dire. Fait que là, je me retrouve en logement. J'ai un beau logement, mais tu sais, je veux dire, être en logement, ça reste que au niveau financier, j'y arrive comme un peu plus. Oui, c'est moins cher. Les allocations, c'est ça. Les allocations aussi, en ayant la garde complète de ma fille, ben, tu sais, c'est très avantageux sur le plan financier, là aussi, là. Donc, ça m'a permis de compléter mes études. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, j'ai un emploi et tout, là, mais tu sais, au niveau financier, d'avoir la garde complète, d'être séparée, d'être monoparentale, financièrement, ça a été un bel avantage. C'est sûr que... Ouais. Mais même aujourd'hui, Andréane, vous êtes capable de bien vivre là, avec un seul revenu, avec la hausse du coût de la vie. Vous êtes quand même capable d'avoir un mode de vie là, qui est respectable, disons? Oui. Ben, tu sais, en fait, moi, c'est sûr que ma séparation a permis d'aller me chercher une pension alimentaire que... faut dire que dans le contexte que j'étais avec mon conjoint qui gagnait un très gros revenu, mais j'avais aucune aide financière de sa part. Fait qu'aujourd'hui, il est comme obligé d'en apporter de l'aide financière pour sa fille. Là. Tu sais, je veux dire, avant, il n'a jamais rien payé pour sa fille, puis on était en couple. Fait qu'à quelque part, tu sais, il y avait aussi peut-être des signaux d'alarme que j'aurais dû voir étant en couple. Là. Moi, ça a été une décision de survie, si je peux dire, là, de me séparer. Puis la COVID a fait en sorte que, tu sais, à un moment donné, quand on était tous isolés, ben ça n'a pas aidé. Mais quand on est sorti de l'isolement, ben je suis sortie de mon isolement aussi, là, après des années. Là. Mais ça, Andréane, c'est super intéressant ce que vous dites. Puis Guillaume, c'est spécial parce que des fois, dans certaines situations, ça prend une séparation pour forcer un des deux parents à prendre ses responsabilités aussi. Des fois, peut-être qu'on prend l'autre pour acquis, on prend les responsabilités un peu pour acquis, puis ça peut créer des frustrations, comme dans le cas d'Andréane, mais c'est sûr. Merci beaucoup d'avoir appelé Andréane en passant. Merci. Ça me fait plaisir. Au revoir. Spécial quand même, il payait pas quand il était en couple. Puis là, maintenant qu'il l'est plus, bien évidemment, il est un peu obligé. Hein. Mais tu sais, des humains, hein, ça négocie tout. Hein. Si ça peut avoir tout en faisant rien, c'est ça qu'un humain va faire. C'est pour ça que les négociations, c'est super important. Puis c'est pour ça qu'il faut négocier même dans le couple. C'est-à-dire que les deux personnes dans le couple doivent s'affirmer, doivent faire des demandes. Si quelqu'un est complètement effacé, demande jamais rien, ben mon Dieu, l'autre personne n'a rien à faire. Donc c'est comme il faut de l'expression des deux côtés, il faut faire des demandes, mais là c'est sûr que ça s'accumule avec le temps, puis là à un moment donné quand ça pète, comme on dit, ça pète. Mais c'est parce qu'il y a des choses qui auraient pu être prévenues. Par exemple, elle aurait pu peut-être voir, comme elle l'a dit là tantôt, il y a peut-être des petits signes là, c'est comme qui étaient bizarres. OK, mais quand tu vois un signe comme ça, quand tu te sens pas confortable, il faut que tu fasses une petite analyse, puis il faut peut-être avoir une discussion avant que la relation se détériore. Il y a tellement de choses qui détériorent une relation qui sont évitables, mais ça prend une bonne analyse des sujets de conversation. Il y a des gens qui sont dans une position aussi où ils se disent, j'ai-tu vraiment les moyens de négocier présentement? Tu sais, par exemple, Andréane était aux études, elle était propriétaire au moins de la maison, oui, mais c'est pas elle qui avait le revenu, elle avait pas nécessairement d'aide non plus à l'intérieur. Fait que là, tu quittes. Évidemment, bon, là, tu as une pension alimentaire, mais il y a quand même plusieurs années d'argent de côté qu'on n'a pas nécessairement mis, là. Tu comprends? Ça a été une position. Fait que là, des fois, tu te dis, clairement, je suis pas bien. Clairement, il y a des choses qui fonctionnent pas présentement. Mais là, si je quitte, je vais-tu me ramasser dans une situation qui va être pire encore ou qui va être encore plus précaire? Tu comprends? C'est sûr. Tu sais, quand tu évalues une fin de relation, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Il y a 1001 petits sujets dont on aurait dû parler en équipe pour mieux synchroniser ça. Donc, pour moi, il y a eu des choses qui ont manqué avant. Parce que c'est sûr que quand tu repousses tous ces sujets-là, à un moment donné, ils vont tous s'accumuler. Et là, t'es vraiment coincé. Puis là, tu dis, là, je suis prise au piège. Je suis dans le coin d'un mur, là. Je peux pas m'enfuir. Mais c'est trop loin, cette situation-là. Puis moi, je pense que, justement, un sujet comme ça, aujourd'hui, là, faut faire prendre conscience aux gens qu'on veut pas se ramasser dans un coin ensemble ou tout seul. Donc, comment on fait pour tout le temps progresser ensemble, puis pas qu'on soit coincé. Se sentir coincé, c'est ce qui tue un humain, juste individuellement. Se sentir complètement impuissant, c'est ce qui crée la maladie mentale, l'anxiété, la dépression. Fait que quand tu te sens dans un couple où ton couple t'opprime,
C'est que tu es vraiment, vraiment coincé. Donc, ça veut dire que ça parle de toi aussi. Il faut pas que tu te laisses coincer par la vie comme ça. Tu dois être vigilant, penser à tes intérêts, faire des demandes, négocier. Même dans la vie personnelle, c'est correct. Les parents et les enfants, ils négocient constamment ensemble. C'est correct, ça aussi. Mais on revient à quoi avec ça, Guillaume? Au niveau d'agréabilité d'une mon personne. Dieu. J'ai comme bon, Non, un instant. Oui, où revenons-nous? Non, c'était un thème récurrent l'année passée dans Ni Noir ni Blanc. Tu disais que les gens qui ont un niveau d'agréabilité élevé ont tendance à moins négocier pour pas déplaire aux autres. Oui. Comme la personne qui vient d'appeler les chances, je l'entends là dans la voix, l'agréabilité souvent très élevée. Ce sont des personnes qui sont plus empathiques, qui pensent aux autres. Mais si tu penses plus aux autres qu'à toi, tu vas te retrouver en détresse, tu vas te retrouver coincé. Puis ça, on veut pas ça. Absolument. On a Rachid au retour de la pause. On va s'arrêter un court moment. Est-ce que le contexte économique actuel vous force à travailler votre couple plutôt que d'envisager une séparation? Avez-vous pensé vous séparer? Finalement, on n'a pas les moyens. On va travailler ensemble. Puis ça a fonctionné ou non, ça n'a pas fonctionné. Mais ça vous a permis de vous poser des questions. Oui. On s'en parle après la pause. Oui, c'est cool. Là, on a un intervenant, François Gagnon. Oui, on a François Gagnon, okay, on a Rachid parfait. qui va parler aussi. Je vais redonner le numéro de téléphone, je ne l'ai pas donné. OK. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être que les gens sont gênés d'en parler. Peut-être que c'est ça. Tu penses? Oui, écoute, c'est sûr que d'appeler pour dire... Oui, t'as pas dit le numéro. Oui, mais là, avant la pause, je l'ai oublié. Je l'ai dit au début. Là. OK. Et tout le monde, allez sur le 98.5. Vous allez tout comprendre ce qui se passe. 98.5. Mettez les deux, 98.5 plus ça. Expérience totale. Ça réagit beaucoup par texto. Je vais dire ça. Ah ouais? Beaucoup. Vous êtes bien évolué par texto. Vous êtes gêné de parler de votre situation de couple au téléphone. Changez votre nom si vous voulez. Je suis vraiment dans cette situation. Même si je ne suis pas une personne dépensière et que j'ai un bon budget, je n'ai pas les moyens de vivre seule. Alors je reste, même si ça ne va pas bien. Je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. C'est tellement difficile, là. Ça, là, c'est la recette dépression. Burn-out, machin, arrêt de travail. C'est ça. C'est ça la recette. C'est très pareil, ça. C'est comme... Ouais. C'est pas tout le monde, moi je le réalise dans le sens, c'est pas tout le monde qui a le même filet de sécurité. Moi, si je suis dans la merde demain matin, mes parents ont bien gagné leur vie, ils ont une maison, je ne serai jamais dans la rue. J'ai un bon filet de sécurité, j'ai un bon revenu, j'ai un petit peu d'argent de côté. Quelqu'un qui n'a rien, qui n'a pas de parents, quelqu'un qui n'a rien dans la vie. C'est soit ça ou je suis littéralement dans la rue demain. C'est fou quand même. Non, mais c'est ça, c'est comme ton option, c'est choisir ta moins pire souffrance. Ouais. C'est vraiment très très. Là, c'est vrai, ils nous entendent, nous. Je t'aurais fait un signe là, si ça t'en allait à quelque part. On était dans le contenu, je suis correct. On reste professionnel pendant la pause. Non, mais des fois, on se met dans la situation nous autres aussi, puis tu dis, Caroline, c'est très, très difficile. C'est pour ça qu'il faut enseigner l'autonomie beaucoup. Il faut enseigner les relations, mais il faut enseigner l'autonomie aussi. On va-tu à François? On va-tu à François Gagnon? Là? Es-tu là? OK. J'avais oublié de vous donner le numéro de téléphone juste avant la pause. Vous êtes très volubile par texto, mais on dirait que vous êtes gêné d'appeler. Changez votre prénom. Ouais. Changez votre prénom, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé de donner votre vrai nom si vous voulez parler de votre relation de couple. Je comprends que parler de ça à la radio, c'est pas nécessairement facile. Vous voulez pas être reconnu, mais changez votre nom, là, ça, il n'y a pas de problème. Mais on veut vos histoires, oui, là, ça rend ça réel. Là. Exactement. 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Guillaume, on a Rachid au téléphone pour nous parler. Bonjour, Rachid. Bonjour, oui, moi, l'intervenante, celle qui a pris la parole juste avant le dernier, elle avait parlé que maintenant elle est bien et tout, avec l'argent des allocations familiales et tout. Elle s'en sort beaucoup mieux, mais moi, je veux juste éclaircir ça, parce que l'argent, elle n'est pas pour elle. L'argent, ça a été calculé en fonction de son revenu, bien sûr. Mais c'est surtout pour l'enfant. Il faut le dépenser sur l'enfant. Oh oui, absolument. Mais vous, Rachid, on va entendre votre histoire à vous, là.
là, moi, je m'avais visé en quelque sorte parce que effectivement, j'ai changé mon prénom. Je m'appelle pas Rachid, bien sûr, mais j'ai pas d'histoire. Ça de façon évidente. C'est ça. Mais... Je voulais juste intervenir à cause de ça, parce que j'aimerais bien que d'ici quelques jours, si vous pouviez aborder le sujet, à quoi sert l'argent d'allocation familiale? Est-ce que vous le dépensez dans le bon... Mais Rachid, j'ai l'impression que vous parlez de ça parce que vous avez une expérience personnelle par rapport à ça. Est-ce que je me trompe? Non, malheureusement, vous avez bien parlé de ça, c'est pas que j'ai une expérience, c'est que j'ai un ami qui a une école, c'est l'école de la réussite pour ne pas faire de la publicité. Bon, bref, c'est pour aider les enfants à s'épanouir, pour les aider dans leurs devoirs, pour que les enfants ne manquent de rien, pour que les enfants... Et non, l'argent, on le prend pas pour le dépenser sur nous-mêmes. Mais non, mais c'est correct. Mais Rachid, merci beaucoup d'avoir appelé. Si vous n'êtes pas dans le sujet directement, on va devoir arrêter ça maintenant. Mais oui, évidemment, les allocations familiales, c'est pour les enfants, mais il n'y a personne qui a nié ça non plus. Oui, mais c'est quand même un bon point parce que quand tu te sépares, tu as des émotions qui font en sorte que tu veux... Et des fois consciemment ou inconsciemment une forme de réparation. C'est comme ah ouais moi je veux une compensation pour la souffrance que je vis. Ça, c'est les hommes et les femmes, là, n'importe qui, là. Quand tu as une séparation, l'argent, en général, devient une forme de réparation, de compensation du deuil de la relation. Et là, tu as une guerre. Donc là, c'est pas juste ce qui est équitable, c'est on veut le plus. Ouais, c'est vrai. C'est parce que... Puis on oublie de penser à l'enfant, des fois, j'ai l'impression. Oui, c'est comme une des variables autour, oui. Mais c'est comme, moi, je souffre, on brise quelque chose, puis on n'a pas de système qui nous détache relationnellement. On a des systèmes d'attachement, mais pas de détachement. Donc, ça veut dire que le cerveau, il veut rester avec quelque chose de plus pour compenser une souffrance. Donc, on veut le max. Puis encore, je dis pas que c'est des mauvaises intentions, c'est du monde méchant. C'est pas ça que je dis. C'est des humains, quand ça souffre, ça veut trouver une façon de moins souffrir. Donc, c'est comme, je vais avoir le max là-dedans. Donc, chacun, là, tu rentres dans une lutte de réparation. C'est ça, la guerre financière. Ce qui est épouvantable là-dedans, c'est qu'on en a entendu des histoires de gens qui disent, moi, je veux la garde partagée uniquement pour lui enlever de la pension à lui. Exactement. Les enfants étant une ressource à gagner, comme de l'argent. Donc, ça, c'est vraiment, ça, c'est un gros tabou, hein. Normalement, on dit pas ces affaires-là, là, parce que, non, les humains sont pas laids comme ça. C'est pas une question de lait ou de beauté ou rien. C'est une question de réalité. Les humains, quand ça souffre, ça cherche à gagner quelque chose pour au moins survivre mieux au deuil. De dire, je souffre, je suis plus seul qu'avant, mais au moins. Donc, il focus sur ça. Mais au moins, j'ai gagné ça. Donc, il focus sur cette espèce de Tylenol pour compenser. Mais les enfants sont très souvent utilisés dans des séparations comme ça. C'est vraiment, vraiment très dommage. Guillaume, avant de prendre les prochains appels, je pense que les gens se sont déjà aînés. On en a une couple qui va nous parler. Mais avant, je veux qu'on ait parlé à François Gagnon, qui est chroniqueur économique au réseau Cogeco, pour parler justement de l'impact financier d'une séparation. Allô, François? Bonjour, Elisabeth. Bonjour, Guillaume. Bonjour. François, je t'ai entendu souvent en parler, en fait, là, dans les derniers jours, les dernières semaines, de l'aspect financier, de l'accès à la propriété, par exemple, la hausse des taux d'intérêt. J'imagine qu'il y a bien des couples qui se posent la question en ce moment, François, est-ce que j'ai les moyens de me séparer, là? Oui, puis il y a toujours quelqu'un de perdant financièrement lors d'une séparation, malheureusement, et surtout pour les couples, là, tu sais, Guillaume est certainement au courant que parmi les 3 principales raisons de séparation, l'argent en est un. Oui. Et ça se discute pas, ça parle pas, ça fait des choses en catimini. Parfois dans le couple, t'as la cigale puis la fourmi en même temps. Oui. Puis tu sais, regarde, dans ce temps-là, ça finit toujours mal. Et quand il y a séparation, là, la chicane pogne pour savoir qui va avoir quoi, puis qui aura la garde d'enfants, puis qui va profiter des allocations familiales, puis on s'en sort pas. Et quand on regarde le revenu moyen là, des dernières années, j'ai regardé sur Statistique Canada, là, pour un homme, c'est autour de 53 000, puis c'est un petit peu moins pour la femme, c'est 52 000. Pour le couple, là, c'est 105 000 ou à peu près 106 000. Alors, avec ça, êtes-vous capable, après la séparation, de vous acheter une maison? Moi, je te dirais, aujourd'hui, là, c'est non. Ouais.
Et puis, il fut une époque, François, où moi, quand j'étais jeune, je me souviens que quand mes amis se séparaient, il y avait tout le temps un des deux parents qui gardait la maison familiale. Il rachetait la part de l'autre. Bon, il me semble que c'était une possibilité. Aujourd'hui, racheter la part de l'autre, si on a acheté une maison dans les dernières années. C'est ça, exactement. Là, tu rachètes l'hypothèque, puis plus, si tu as une équité, par exemple, je sais pas, moi, tu as une maison de 400 000, tu en as un 100 000 d'équité. Normalement, si vous êtes moitié-moitié dans la maison, ben là, tu vas être obligé de donner 50 000 à ton ex là-dessus. Donc, il va falloir que tu l'hypothèques davantage. Ouais. Et il y a des moyens de procéder aussi. Hein. Faut que ça soit fait avant la séparation officielle, sinon tu es obligé de payer la taxe de bienvenue en plus. T'as raison. Donc, tu sais, regarde, fait que tu t'en sors pas. Tu sais, pour un couple, là, par exemple, là, j'ai fait des petits calculs ce matin pour le besoin de notre recherchiste Normand. Tu sais, pour une famille là, qui gagne 105 000 $ par année, tu peux aller, regarde, c'est pas l'idéal, là, mais c'est juste pour les besoins de la discussion. Tu peux aller jusqu'à une hypothèque de 400 000 $. Donc, ça fait 2000, avec les taux d'intérêt d'aujourd'hui, 2200 $ par mois. Oui. Les mois viennent déjà vite, là. Ouf. Si tu te sépares, là, tu deviens presque moitié-moitié, là. Tantôt, je disais 53, 52, là. Le plus que tu vas pouvoir dépenser, 290 000. Aïe, aïe. À 290 000 dans la région de Montréal, là, ou même de Québec, là, tu n'as plus rien. Là. Ouais. Alors, puis, à ce prix-là, c'est 1 600 $ par personne que ça te coûte. Là, c'est 3 200. Donc, tu viens de gréver ton budget de 500 $ par mois de plus. Ça n'a pas de bon sens. Chacun, là. C'est fou. Chacun. Ouais. C'est fou. Ah non, vraiment. Puis, il faut pas oublier que quand tu as des enfants là-dedans, un enfant, là, ça coûte entre 8 et 10 000 $ en moyenne par année. Il y a quelqu'un quelque part qu'il va falloir qu'il paye. Ouais, fait que ceux qui disent que les femmes se mettent riches avec la pension alimentaire et les allocations, là, attendez, il y a des coûts, là. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Et c'est pour ça que, à 95% du temps, là, il n'y a pas personne qui s'enrichit avec une séparation, là. C'est très, très rare. À moins de voir des très richissimes personnages qui sont dans les journaux quand ça arrive, là. Habituellement, pour un couple normal, parlez-vous avant. Ah non. Parlez-vous avant. Mais c'est drôle, François, parce que ça fait déjà, tu sais, il y a plusieurs années, on disait déjà ça. Souvent, les avocats, les comptables disaient à la blague à leurs amis qui avaient des enfants, « Oh, t'as pas les moyens de te séparer, toi, reste avec ta conjointe, essaye de travailler ton couple. » On disait ça à l'époque, alors que le coût de la vie était pas ce qu'il est maintenant. Aujourd'hui, c'est plus vrai que jamais, là. Même depuis un an, depuis quelques mois, puis la situation va pas s'améliorer non plus, là. Non, et le problème, c'est que les couples sont surendettés par les temps qui courent. Oui, il y en a beaucoup qui ont fait de l'argent pendant le temps de la pandémie, là, mais les gens sont quand même surendettés. Et au moment de la séparation, ben, tu sais, les dettes viennent avec aussi, là. Faut que tu continues de déshonorer tes dettes. Ouais. Alors donc, puis qui va garder la maison, qui va faire quoi? Tantôt, j'entendais l'avocate parler, ben, tu sais, regarde, ils sont loués un petit appartement on the side, puis la maison restait là, puis pour les enfants. Ça, c'est une situation ultra idéale. Mais c'est, dans la majorité des cas, c'est pas ça qui se passe, là. Alors, ils sont obligés de vendre la maison parce l'autre, le conjoint n'a pas le moyen d'acheter la moitié de l'autre. Et d'autre part, ben, souvent de fois, ben, ils n'ont pas les moyens de payer le paiement mensuel ensuite. Mm-hmm. Tu sais, regarde, c'est parce que... Mais il y a tout le reste aussi, François. Il y a l'épicerie, il y a le coût d'assurance qui n'arrête pas d'augmenter aussi, il y a l'essence, tu viens de doubler tes dépenses, là. En se séparant, tu doubles tes dépenses. Parce que chacun doit s'assumer aussi après. Là. Exact. Et au niveau fiscal, ben là, c'est une autre histoire. Tu sais, quand tu as des enfants, c'est des allocations familiales qui sont séparées en fonction du revenu net de chacun. Puis, tu sais, regarde, ça se termine pas là. Mais le fractionnement de pension, de la régie des rentes, de la pension que tu as, etc., là. Alors, tu sais, ça se termine pas là. Malheureusement. Alors, c'est pour ça qu'on a inventé ici au Québec la médiation, puis on est des champions là-dedans, puis la médiation, ben, il va pour beaucoup parce qu'on évite la majorité des cas, on évite justement de se retrouver en cours avec des chicanes de clocher, là, puis savoir qui va se venger de l'autre, comme disait Guillaume tantôt, pour être capable d'avoir le dessus sur l'autre parce que on n'a pas aimé être évincé du couple du jour au lendemain. Là. Blesser l'autre avec l'argent puis avec les finances, ça semble être assez populaire dans les séparations, on va dire. Ah oui, c'est très, très populaire. Alors François, si quelqu'un venait te voir puis te demandait un conseil là, par rapport à sa séparation, tu lui dirais quoi?
Parlez-vous d'abord. Surtout, non, mais tu ris de ça. Oui, c'est vrai. Tu ris de ça, mais regarde, Elisabeth, parce que le problème qu'il y a, c'est que souvent de fois, comme je le disais tantôt, une des 3 principales raisons des séparations, c'est les problèmes d'argent dans le couple. Parce que les gens ne se parlent pas. Alors, soyez plus transparents dans vos dépenses ou dans vos achats. Tu sais, l'histoire, moi, je suis peut-être vieux jeu, là, mais tu sais, je paye ma part, tu payes ta part, puis tu sais, non, regarde, on va y aller au prorata des salaires. Regarde, tu viens d'acheter une maison 50-50, mais on y va au prorata du salaire. Là, Non, effectivement, c'est vrai, mais ça, c'est pas tout le monde qui pense comme toi, François. Non, ça, je le sais. Dans ma génération, c'est pas très, très populaire, cette façon de ça, penser. je le sais. Mais c'est parce que dans votre génération, malheureusement, j'ai regardé les statistiques tantôt, là, tu sais, les séparations arrivent dans les moins de 4 ans la majorité du temps, là. C'est vrai. C'est pour ça. François, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci François, et enchanté. Enchanté, Guillaume. C'est super intéressant. Bonne journée, François. François Gagnon, chroniqueur économique au réseau Cogeco. Effectivement, on ajoute plusieurs dépenses qu'on doit assumer seul quand on se sépare après ça. Et Guillaume, François a amené un point intéressant, c'est les dépenses à l'intérieur du couple. Même quand le couple va bien, des fois, parler d'argent, c'est pas vraiment facile. Là, avec la hausse du coût de la vie et le fait que chaque personne individuellement assume évidemment plus de dépenses, ça peut amener une modification au niveau des dépenses communes aussi, parce que la personne du couple qui fait peut-être 45 000 et l'autre qui en fait 150, à un moment donné, avec la hausse du coût de la vie et l'inflation, va peut-être falloir recalculer certaines affaires, là. Oui, puis en plus, c'est en interaction avec les personnalités. Il y a des gens qui pensent à long terme, il y a des gens qui pensent à court terme. Tu sais, la cigale et la fourmi, là, pour prendre la métaphore de François, c'est tout à fait juste. Il y a tout le temps une personne qui pense un petit peu plus à long terme, qui va être plus économe, qui est plus orientée vers les responsabilités. Puis il y a une autre personne qui est plus orientée vers les plaisirs, vers les émotions positives, vers la dopamine, vers le court terme. Ça crée beaucoup de problèmes. Parce que c'est la personne qui va dépenser à court terme va plus avoir tendance à cacher ses dépenses-là pour le conjoint, la conjointe qui, lui, va dépenser pour des choses constructives, économisées à long terme, etc. Les mensonges financiers. C'est ça, là, ça fait partie des évitements émotionnels. Donc, puis je veux pas faire comme si, à un moment donné, ça fait longtemps que je le dis, là, mais ça fait quand même un petit bout de temps que je dis que, tu sais, la communication, ça va être dur de s'en passer. C'est un petit peu important. Ça revient constamment. C'est des enjeux de communication, ça va se ramasser dans les finances. C'est interconnecter les finances et la communication. On va faire un blitz d'appel au retour de la pause. Oui. Parce Parce que là, les lignes sont pleines. Bon. Vous êtes déjeunés. On va parler de votre situation. Au retour de la pause, Marianne est avec nous. Elle est en affaires avec son conjoint et ils ont failli se séparer. On lui parle dans quelques minutes. Restez là. Hein? Je le connaissais pas, François. Je le trouve très bon. Ah, wow. Puis une belle voix, hein? Oui, vraiment. Ah, Lui va être mon Dieu, avec qu'il a moi, une belle les fins de voix. semaine aussi. Il va avoir une chronique économique avec moi. Ouais. Fait que, Ah, ouais. ouais, Wow. j'aimerais ça qu'on fasse un segment ensemble. On trouvera là, ce qu'on Un aime, week-end, là? Hein? Ça commence quand, ton? Ça commence le 13 août. OK. Et c'est le samedi et dimanche de 7 à 11. 7 à 11, OK. Exact. OK. Une fois selon ton horaire. Si tu me dis je peux juste une fois par 2 semaines, une fois par 3 semaines, moi je vais prendre ce que tu peux me donner. Mais j'aimerais ça. Ben là, le week-end, tu sais, moi, je veux dire, si j'étais à distance, je veux dire, C'est ça. Tu peux faire partie de ton facile. dossier, puis, Faut que je trouve quelque chose qui est cool, Moi, tu j'aime sais. ça. Une demi-heure, quelque chose, là. Vraiment. Mais toi, tu voulais faire quoi? Ben là, en fait, on a fait le pacing hier de l'émission. Moi, je vais avoir du monde autour de la table. J'ai Chantal Lamarre qui est avec moi. Tu sais, celle qui fait Infoman. Oui. Tu sais, Infoman? Ouais, super Ben drôle. oui, Oui, ben oui. Elle, c'est ma collaboratrice, disons, autour de la table. Ici, présentement, en studio, je vais avoir Jérémy Rainville qui est au sport, Oui. Chantal Lamarre, qui va Oui. faire des chroniques un peu sociales. Oui. Et un journaliste. Puis après ça, mettons un collaborateur remote là, qui vienne spontanément. Il va y avoir François Gagnon. J'aimerais ça qu'il y ait toi. Il va y avoir Valérie Baudouin qui fait la chronique des États-Unis. Fait que ça, il y a du monde un peu comme ça là, qui vont venir sporadiquement. Mm-hmm. Ben, J'ai l'impression que les hommes sont plus sensibles à l'argent que les femmes, ça se peut-tu? Il y a beaucoup d'hommes fâchés ici que la femme, mettons, je te dis, là, il y a tellement de monde qui disent que les femmes sont profiteuses parce qu'ils récoltent la pension alimentaire et les allocations familiales, mais Christy, pour avoir ça, ils ont les enfants, beaucoup, là, ça se peut-tu? Je trouve qu'il y a beaucoup c'est un de gros frustration, sujet. hein. Ouais, mais c'est un gros sujet, là. Hey, je vois toujours ton truc et tout là. Ouais. Alors,
intéressés. Mais Et j'ai l'impression que les hommes sont plus sensibles à l'argent, ça se peut-tu? Peut-être que non. Oui, ils sont plus sensibles à l'argent parce qu'ils n'ont rien d'autre. On rentre en psycho, là, mais... comment je dirais bien ça? C'est tellement un gros sujet. Les hommes se cherchent beaucoup. Les hommes, c'est difficile d'avoir un but dans la vie pour des hommes. Ouais. Les hommes, ça ne sait pas quoi faire. Ça a besoin d'entertainment et ça a besoin d'être valorisé par les femmes. Je pense que je vais ouvrir avec ça. Juste te dire, je semble noter là, des textos qu'on reçoit que les hommes sont plus sensibles à l'argent que les femmes lors des séparations. En fait, il y a beaucoup plus de frustration associée à l'argent chez les hommes. Par les textos, c'est pas scientifique, là, mais il y a beaucoup d'émotions. Oui, ça me surprend pas. On va aller parler à Marianne dans quelques instants. Pour participer à la discussion, 514-790-9850 ou le 1866-790-9850. Mais juste avant, Guillaume, je te disais pendant la pause que je note des textos qu'on reçoit au 98-985. J'ai l'impression que les frustrations financières sont beaucoup plus présentes chez les hommes que chez les femmes. Mais du moins, c'est ce que je note. C'est peut-être pas ça dans la réalité, c'est pas scientifique, là. Mais il y a beaucoup plus d'hommes qui écrivent pour dire que c'est difficile, la situation financière, que les femmes, disons. Oui. Qui sont frustrés là, de la pension alimentaire, des allocations. Il y a beaucoup d'émotions reliées à ça. Oui, puis c'est un énorme sujet. Là, puis même pendant la pause, j'hésitais même comment aborder ça. Même off. C'est parce que va falloir à un moment donné avoir le courage d'adresser la situation des hommes au Québec. Et juste dire ça, t'as pas le droit. Parce que c'est comme, on prend pour acquis que, ben non, on est dans une société patriarcale, ce sont les hommes qui sont en pouvoir, on n'a pas à discuter de la situation des hommes, et c'est faux. Faut discuter de la situation émotionnelle des hommes, parce que les hommes, et particulièrement au Québec, ne sont pas en bon état. Donc c'est sûr qu'ils sont pas bien. Puis ça, c'est un exemple de frustration, puis un exemple de, ils sentent qu'ils se font prendre quelque chose, puis qu'ils n'ont plus rien. Mais il va falloir qu'on s'y intéresse à un moment donné. Voilà, c'est ce que je dirais. C'est ce que je dirais. C'est quoi, on va se le noter, ce sujet-là, puis éventuellement, on va le développer un petit peu plus. Ouais, je vais le travailler. Oui, c'est ça. Je t'ai pogné comme ça, là, même. Ouais, c'est ça. Il marchait un peu sur des œufs. Il y a des œufs à terre, là, vous avez pas vu. Il y a Marianne qui est avec nous. Bonjour, Marianne. Bonjour. On vous écoute, Marianne. Je suis en relation depuis une vingtaine d'années avec mon conjoint. Oui. Je vous dirais qu'il y avait 10 ans de vraiment difficile là-dedans. Mm-hmm. Côté financier, on a une entreprise ensemble, donc on s'est remis souvent en question parce que la relation allait vraiment pas bien, de tout briser. Mais ça brisait tout. On n'avait plus de job, on était tous les deux des entrepreneurs. Donc, fallait aller travailler pour quelqu'un d'autre parce qu'on bâtit pas une entreprise rapidement. Donc, même démarrer une autre entreprise, ça prend quelques années avant que c'est dans le noir. Là. Donc, si on n'est pas dupe, là, c'est une deuxième compagnie. Donc, on savait ça. On avait de la maison, un enfant ensemble. C'était une partie qui nous a gardés ensemble, c'était l'enfant, puis c'était le côté financier. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça va bien? Oui, mais... La spontanéité était tellement belle. Pardon? Tu passes des années en train de te remettre en question et tu dis, est-ce que tu restes pour le fric? Est-ce que tu restes, à part mon enfant, l'enfant c'était un homme parti, mais là, si tu es tellement malheureux, quel impact t'as sur l'enfant pour eux de vivre dans ce milieu-là? Tu te poses ces questions-là, mois après mois, année après année, puis tu t'essayes de gérer, t'essayes de corriger, t'essayes de trouver quelque chose qui fait en sorte que ça vaut la peine, mais tu te poses des questions. Pourquoi tu restes vraiment? Est-ce que c'est vraiment la bonne décision? Ça finit par l'être. Je peux, pour quelqu'un d'autre qui vit quelque chose d'atroce, c'est très pénible. Il n'y avait pas de violence. Il n'y avait pas vraiment. Là. Quand tu es vraiment pas bien, peut-être violence un peu... psychologique. Un peu verbale, c'est ça. Mais c'était pas quelque chose de intentionnel. Là. C'était peut-être... Mais Marianne, vous avez l'air d'avoir... Mais Marianne, dites-moi, vous avez l'air d'avoir beaucoup réfléchi à votre relation. Vous avez l'air effectivement d'avoir mis des efforts. Mais est-ce que votre conjoint en a mis autant que vous, lui? Oui, mais différemment parce qu'on est tous les deux les leaders. Tu sais, tous les deux les personnes. Moi, j'étais encore plus indépendant que lui.
lui s'attendait un peu plus que je suis, mais je suis pas une suiveuse, mais zéro. Donc, ça causait beaucoup de conflits. Okay. Donc, c'est comme, on ne peut pas être d'accord, puis je suis correct avec ça. Puis lui était moins correct avec ça. Il était habitué, il y a une forte personnalité, puis il était habitué que les gens, ils rentrent à l'air de lui, tu sais, puis j'étais pas capable. Dans notre entreprise, et comment t'as fait pour négocier ça au niveau de ta relation? Est-ce que vous avez travaillé votre relation? Comment tu t'en es arrivé à dire finalement je suis contente, on a passé à travers, je comprends les contraintes, mais quel moyen tu t'es donné? Qu'est-ce qui s'est fait? Ça a pris plusieurs années de réouvrir la boîte, pour essayer d'arriver à une discussion. OK. Mon conjoint ne voulait pas discuter de ça. Mais à un moment donné, mis sur le mur, c'est comme, regarde, si ça ne se règle pas, ça va arrêter. Puis avec le dos sur le mur, il a changé un peu, puis je crois que 1 ou 2 fois, j'étais prête à partir. Là. J'étais vraiment prête. Là. Ouais. Peu importe, je vais me débrouiller. Puis face à ça, le mur un peu qui avait à tomber. OK. Tu sais, des fois, c'était une bataille de force un peu. Oui. Puis c'est comme il y a des gens qui pensent que si tu as l'amour tous les deux, c'est pas vraiment pas, tu te protèges l'un contre l'autre, puis ça passe pas, puis t'as essayé de faire un peu de communication, ça rentre pas. Mais à un moment donné, c'était comme, on est face à cette mur-là, ça va casser, puis ça va casser là. Puis là, ça fait en sorte que la communication a commencé. On a pu, par petits bouts, ouvrir un porte, parler de quelque chose, sortir, laisser l'autre personne penser, laisser un peu de temps passer, digérer ça, après ça, essayer encore par petits bouts, puis on a fini par petits bouts. Puis honnêtement, on est super heureux maintenant. Ah, Marianne, merci beaucoup. Marianne, merci beaucoup. On va devoir se quitter là-dessus, mais c'est inspirant, puis bravo, vraiment. Mais tu vois, Marianne, ça a pris une entreprise en commun. Évidemment, il y avait beaucoup à perdre là-dedans et un enfant. Mais peu importe les raisons qui nous poussent à travailler sur notre couple, au final, on s'en fout. L'important, c'est qu'il y en ait une qui nous convainc d'essayer encore, peut-être. Oui, mais il faut se convaincre soit d'essayer en parlant. Les hommes, ça c'est quelque chose vraiment que je leur reproche, là, définitivement, ça parle pas beaucoup. Ouais, OK? Oui. C'est plus introverti, ça veut pas s'ouvrir. Ça, il faut que les gars fassent un step-up là-dessus, là, parce que ça se passe à deux, puis on peut pas faire le tour de ça. Absolument. Et ça va débloquer si on ose aller là. Et le prochain, justement, au téléphone, c'est un homme. Je pense qu'il vit une séparation présentement. C'est Francis qui est avec nous. Bonjour, Francis. Bonjour à vous, vous allez bien? Très bien. On vous écoute, Francis. Oui, c'est ça. Moi, je suis maintenant séparé depuis 4 mois. OK. Du jour au lendemain, ma vie a changé. Donc, on m'a annoncé que la conjointe m'a annoncé qu'elle avait plus de sentiments amoureux pour moi et qu'elle était tombée amoureuse d'un collègue. Donc, j'ai passé à travers toute la panoplie, la dépression, perte d'emploi, vraiment. Là, je suis en train de me reconstruire. Puis là, en fait, on est présentement en médiation. OK. Puis j'ai décidé de juste focusser sur moi, étant donné que ma conjointe ne voulait pas discuter. Elle était fermée, car pour elle, ses sentiments ne peuvent pas être changés du jour au lendemain. Donc, fait que là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre moins de responsabilités sur mes épaules. Donc, je me suis trouvé un appartement pas très loin de la maison familiale. Elle veut racheter la maison. Moi, j'essaie de focuser. J'ai essayé de me retrouver un emploi. Je me suis retrouvé un emploi, tout va bien. Mais bravo! De ce côté-là. Mais je suis... c'est ça que je suis encore dans la tempête en ce moment. Puis, mais c'est très difficile quand, au début, quand je suis arrivé dans le couple, puis j'ai mis la radio, j'ai entendu votre sujet de conversation, puis j'en revenais pas. Là. Mais quand la conjointe, tu sais, ne veut pas faire le chemin de seulement écouter puis de travailler, c'est extrêmement difficile parce que moi, la communication, c'était quelque chose d'important dans le couple. Moi, j'exprimais beaucoup et j'exprimais aussi mes inquiétudes face à sa relation qu'elle semblait développer avec quelqu'un. Mais elle n'était pas prête à travailler, là, c'est ça? Non, c'est ça, définitivement. Puis en ce moment, je crois que ça vient plus d'un mal-être personnel de son côté, puis de vouloir se sentir, moi, plus comme vous parlez, peut-être d'une relation ou d'une vie en ce moment qui la représente moins. Okay. Puis, comme conjoint, je pense que ta responsabilité, c'est d'aider la personne à s'émanciper dans ses buts puis dans sa vie. Mais c'est sûr que quand la personne n'a pas de respect juste pour ce que toi, tu voudrais lui apporter, c'est
difficile d'avancer. Mais Francis, merci beaucoup d'avoir appelé. Puis honnêtement, Merci. je trouve que vous faites un beau chemin depuis la séparation. Et je me souviens que l'année passée, c'est un des sujets qu'on avait abordé dans Ni Noir ni Blanc. Puis je vais me souvenir toujours de ce que tu avais dit. Une séparation, c'est la traversée du désert. Vous avez ça avait dit ça, c'est vrai. Puis ça va faire mal, mais préparez-vous, là, c'est une traversée du désert. Ouais. Ça va faire mal, ça va être difficile. Faut juste te rendre à l'oasis. C'est ça. Rends-toi. Faut juste se Regarde rendre. en arrière, ça marchera pas. Mais Francis, ça a bien parti. Il a fait les bonnes démarches, je pense, au moins, là, pour se reprendre en main, pour... Mais là, le défi de Francis, ça va être que là, il commence à penser à lui beaucoup. Ouais. Parce que c'est un gars qui est très empathique, qui est très à l'écoute. Mais là, ça y a pas servi à 100%. Ça, c'est Fait vrai. que ça, Agréabilité très élevée, probablement. Oui, J'apprends, hein, c'est le fun. Oui, Hey, on doit s'arrêter pour pause, bulletin de nouvelles. Au retour, on change de sujet complètement. Merci d'avoir participé. Vous pouvez nous texter au 98985. Il y a tellement de notions de psychologie que j'ai appris avec toi. Salut tout le monde. Pour ceux et celles qui joignent à nous, à moi, en fait, oui, c'est une petite surprise. Je vais être avec Elisabeth une fois par semaine pour des chroniques courtes cet été, parce que j'ai pas plus de temps que ça. Mais là, j'étais là à la station ce matin, puis ben là, tu sais, évidemment, tant qu'à être ici, ben on s'est dit, mais regarde, je vais passer l'émission ici. À part ça, je vais le faire à distance. Donc, vous allez pouvoir m'écouter directement sur le 98.5. Je risque de filmer des choses, mais c'est ça, tu sais, sur un live comme ça, ben, on n'entend pas là, ce qui est feedé dans le casque d'écoute et tout ça. Fait que c'est ça. Fait que ce matin, c'est un peu une petite surprise. Je m'attendais même pas à ça. Là. Moi, j'étais arrivé là pour mettre l'application sur mon cellulaire pour faire la communication à distance. Mais là, Elisabeth, on était tellement contents de se voir, on s'est dit, OK, on fait l'émission ensemble, OK, sors-moi le plan, OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est le fun. Ça ramène un petit peu à l'été passé. On a eu tellement de plaisir. Puis voilà. Fait que c'est pour ça que j'ai parti le live ce matin. Je me suis dit que ça pouvait être sympathique. Puis bonjour à tous ceux qui font précog. Merci d'être là. D'ailleurs, on se voit bientôt, là, les gens qui font précog. Je sais que vous travaillez fort en ce moment sur vos travaux et tout ça. Donc, lâchez pas les précogiens. Et c'est ça. Donc, deuxième moitié de l'émission, de quoi on va parler? On va parler... Non, ça c'est fait. C'est ça, on va parler d'éducation, on va parler des notes pour les enfants, ce qui est un sujet très important et très intéressant. Tout ce qui concerne l'éducation, sur ça, absolument intéressant. Puis évidemment, il y a des courants, sociaux là, qui veulent faire sentir tous les enfants bien en tout temps. Donc, enlever les notes ou donner 100%, c'est la même chose. Donc, on va voir ce qui se dégage de cette conversation-là. Les gens veulent qu'on parle d'hommes en passant. C'est vraiment intéressant. C'est un sujet tabou. Tu sais que si tu parles de la condition des hommes, c'est une insulte au féminisme. Tu savais ça? Non, ça va. Ah, ben je t'informe, oui. C'est carrément une insulte, là. Ah, oui. Oh, écoute, ça, là, dire ça, les messages que je vais recevoir, là. À ce point-là? Ah oui? Pourquoi tu penses sur Panama? Quoi? Ça finit plus, là, les messages d'activistes, là, de toutes sortes de groupes, là. C'est non-stop. C'est sérieux? Ouais. On s'en reparlera. Ah ouais. Ouais, c'est intense.
Je vais rappeler au retour que tu seras pas là tous les jours, pour pas que les gens pensent que... Ouais, je viens de le dire là, mais... Les gens disent, tellement content du retour de votre émission. Non, c'est pas tous les jours. Pas tout à fait ça. Pendant la psychologue, je la ferai pas super longtemps. On va faire peut-être 3, 4, 5 minutes avec elle. Tu veux-tu rester en retrait pendant cette entrevue-là, puis après ça, j'embarque avec toi, ou c'est pas grave si tu parles avec le psychologue, ou y a-tu... parce que je sais que je sais pas. Moi, je vais pas lui parler, je poserai pas des questions directement, je vais la laisser dire son propos à elle, puis je veux pas l'upstager, c'est l'invité, c'est l'invité. Toi, t'es allé en vacances, toi, au Mexique, me semble? Exactement. J'ai eu 2 minutes de soleil en une semaine, l'ouragan là-bas. Alors, je te dis, pense à la pire météo que tu peux avoir dans le sud, c'est ça qu'on a eu. T'es pas sérieuse? Ah non. Mais regarde, la bouffe était où que t'étais? Puis les drinks, ça, c'était le fun. T'étais où? J'étais à Cancun. Puis apparemment que sur cette côte-là, t'es mieux d'aller de l'autre bord au Mexique, c'est ça que je me suis fait dire. Ah ouais? Je suis pas une grande connaisseuse du Mexique, là. Mais je me suis fait dire que la prochaine fois, essayer d'éviter cette côte-là. OK. Putain, elle est populaire. Oui, vraiment. Mais quand il fait beau, c'est magnifique, là. On a vraiment été malchanceux, tu sais. Vraiment, c'est frustrant. Non, je ne suis pas papa. Non. On me pose la question. Est-ce que tu es papa, Guillaume? Je ne suis pas papa. C'est drôle. J'ai un message sur Instagram d'un auditeur de 26 ans qui réagit sur notre sujet. Il y a 26 ans, il s'appelle Rénal. C'est rare. C'est comme pas un prénom de cette génération-là. Un Rénal de 26 ans. Et je suis en compagnie du docteur en psychologie Guillaume Dulude, qui était aussi mon co-animateur pour Ni Noir ni Blanc l'été dernier. Je veux juste rappeler aux gens, Guillaume, que ce n'est pas le retour à temps plein de Ni Noir ni Blanc. Tu vas être avec nous tous les vendredis pour les derniers blocs de l'émission. Oui. Cette semaine, c'est jeudi parce que demain, c'est férié. Et tu nous as fait le bonheur de passer l'émission avec nous aujourd'hui. Spécial. C'est ça, mais tous les vendredis, donc pour les 2 derniers blocs de l'émission dès 11h30, tu vas être en notre compagnie. Exact. Toujours agréable d'entendre ton point de vue sur différents sujets. Prochain sujet, quand je te l'ai dit ce matin, j'ai beaucoup aimé ta réaction parce que je pense que tu vas en avoir beaucoup à dire là-dessus. Bon, ça y est. Oui, c'est ça. Ça part d'une histoire d'un enseignant en éducation physique à Val-Bélair qui a décidé d'éliminer le concept de moyenne générale dans son cours. Il a dit, moi, je vais mettre 100% à tout le monde et je vais mettre un commentaire individuel par rapport à la performance liée à l'effort de chacun des élèves. Parce que lui, son point, c'était, il y a des gens qui sont super bons en sport, qui mettent aucun effort, donc ils ont 90-100%, et il y en a d'autres qui travaillent extrêmement fort, qui mettent énormément d'efforts, mais qui malheureusement atteignent pas ce que nous on demande, donc ils n'ont pas des bonnes notes. C'est injuste parce qu'ils vont se comparer à la moyenne générale, puis ils vont dire qu'ils sont pas bons. Alors lui a dit, moi je veux éliminer ça, tout le monde a 100% et je mets un commentaire individuel à chacun. Le ministère de l'Éducation est pas 100% d'accord avec ça non plus, là, je veux dire, c'est pas tout le monde qui est nécessairement d'accord. Et ça nous a amené à se questionner sur le concept de note en tant que tel, parce que
Moi, quand j'étais jeune, un des sujets de discussion avec mes amis, c'était, toi, tes parents, ça te prend combien pour qu'ils soient contents? Oui. Dans certaines familles, c'était, moi, je veux, mes parents veulent du 80% et plus, sinon ils sont pas contents. Oui. Dans d'autres, c'était la note de passage, moi, ça me convient. Et d'autres, c'était 90% et plus, sinon mes parents sont pas contents. La question qu'on vous pose ce matin, c'est quoi pour vous une note acceptable pour votre enfant? 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Et pour lancer la discussion, on va rejoindre à l'instant Suzanne Vallière, oui, qui est psychologue. Bonjour, Madame Vallière. Bonjour, bonne journée. Oui, bonjour. Madame Vallière, bonjour. Dites-moi, est-ce que vous voyez souvent ça, de la pression, en fait, que les parents mettent pour les enfants? Est-ce que c'est encore bien présent? Ce l'était, là, à mon époque, mais j'ai l'impression qu'au niveau de l'éducation, les valeurs tendent à changer un petit peu. Est-ce que c'est encore bien présent, quand même, l'espèce d'obsession sur la note en tant que telle? C'est dans mon quotidien au bureau. Ah oui? Oui, c'est même extrêmement présent et souvent les parents vont avoir des propos un peu exemple moi je sais qu'elle vaut plus que 80%, je sais qu'elle est capable de nous donner plus ou c'est pas lui ça 70%, comme si on caractérisait un peu malheureusement trop souvent nos jeunes par leurs notes et ce que ça apporte surtout pour nos jeunes qui ont tendance à faire de l'anxiété de performance, ils finissent par penser qu'ils sont comme une note. Ils s'auto-évaluent eux-mêmes en disant oui, mais j'aurais dû avoir plus que 90%. Puis il y a même des écoles, malheureusement, où on donne des points boni. Donc, il est possible d'avoir plus que 100% lors de ton examen. Si tout l'examen a bien été, puis tu as eu 100%, mais tu as une question boni de 15%, donc tu peux aller chercher 115%. Alors, il y a des fois qui sont même déçus parce qu'ils ont eu 100%, mais ils n'ont pas eu la question boni. Alors, c'est comme un effet à un moment donné où ça gonfle, puis on n'est jamais satisfait de nous. Je dis souvent aux gens qu'une note, c'est tellement éphémère, c'est tellement situationnel. Il s'agit qu'un matin, je fais le moins bien. Il s'agit que j'ai eu un problème avec mon amoureux, mon amoureuse, quand je me suis présentée à l'examen, une chicane, un conflit avec une amie. Et tout ça peut avoir un impact dans la façon dont j'ai été capable de rester suffisamment concentrée pour faire mon examen, parce que ça nécessite beaucoup de concentration lorsque je suis en évaluation. Il y a le stress aussi que je dois gérer par rapport à ça. Alors, les notes, ça veut rien dire, finalement. Ça mesure pas l'intelligence, une note, là. Ça ne détermine pas non plus ma réussite dans le futur, une note. Ce qui va déterminer la réussite dans le futur, c'est ma confiance en moi puis la capacité de prendre des risques par la suite. Et Madame Vallière, une chose qui est un peu spéciale aussi que j'ai remarqué là chez certaines familles, c'est que les attentes des parents sont pas les mêmes selon l'enfant. Par exemple, si l'aîné c'est une fille, là les parents vont dire moi je veux du 90 et plus, mais là son petit frère qui est 3-4 ans plus jeune, lui 70, ça c'est correct. Ça fait pas une espèce de compétition entre les enfants, ça? Ben oui, ça fait de la compétition, mais ça fait vivre aussi beaucoup d'injustice. Parce que si tu as l'impression que ton parent il est fier de ton frère, même s'il n'a pas les mêmes résultats scolaires que toi, tu comprends pas pourquoi qu'on ne ressent pas la même fierté. Mais tout d'abord, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est peu important vraiment comment les parents le vivent. Ce qui est important, c'est comment le jeune le vit. L'important, c'est que le jeune, lui, soit fier de lui ou elle soit fière. Et je peux être très, très fière de moi, même si j'ai 60%, parce que j'ai tout donné. Et l'effort, là, ça ne se mesure pas. Alors, il n'y a pas personne qui peut dire à un jeune, t'as pas fait d'effort, t'en as pas fait assez. On pourrait peut-être lui demander, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu as l'impression que t'as tout donné? Est-ce que tu as l'impression que tu aurais pu peut-être aller à tes tutoriels? Est-ce que tu as l'impression que tu as suffisamment étudié? Est-ce que tu as la bonne méthode aussi pour étudier? On pourrait peut-être juste aller vérifier dans un premier temps comment que la personne s'est sentie par rapport à son résultat, plutôt que nous de le critiquer, le résultat. Je dis tout le temps aux parents, quand vous recevez le bulletin, regardez pas les notes. Regardez pas la moyenne. Demandez à votre jeune, sans regarder le bulletin, comment ça a été, toi, dans ton cours de mathématiques, dans ton cours de français. Nonobstant ta note, comment tu t'es senti? Parce que c'est ça qui est important. C'est comment je me suis sentie, moi, durant l'année. Si j'ai eu une année de conflit avec mes amis, que j'ai été en conflit avec mon prof de français, bien, ça se peut que la note, elle reflète pas du tout ma capacité
d'apprendre dans cette matière-là. Par contre, Madame Vallière, on peut dire que la note peut être un indicateur de quelque chose. Par exemple, si un enfant est habitué à ramener à la maison tout le temps des 85-90%, et là, soudainement, pendant un mois, il n'y a que des 70%, ben c'est probablement un indicateur qu'il y a quelque chose dans sa vie qui va moins bien. Exactement. Puis on peut l'adresser de cette façon-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? On dirait que c'est plus difficile pour toi là, ces derniers temps au niveau de tes résultats scolaires, plutôt que de dire tu ne fais pas assez d'efforts. Je te vois jamais étudier. Peut-être que si on le voit jamais étudier, c'est qu'il y a une impossibilité pour lui présentement d'étudier parce que sa tête est préoccupée par autre chose. Puis des fois, on peut trouver ça anodin comme adulte, là, parce qu'il y a eu un conflit avec une amie puis que ça fait que j'ai moins le goût d'étudier. Peut-être aussi qu'on n'est pas assez supportant. Peut-être qu'on ne les fait plus étudier parce qu'on pense qu'arrivé au secondaire, ils n'ont plus besoin de ça alors que c'est le cas. Peut-être qu'ils sont trop isolés dans leur champ. Tu sais, il y a comme plusieurs questions qu'on peut se poser, effectivement, mais oui, tu as raison. Quand les notes scolaires baissent, d'ailleurs, c'est une des choses souvent que je vais leur demander quand ils viennent me consulter. Toi, académiquement, comment ça se passe présentement? Et souvent, ils vont me le dire, c'est plus difficile ces derniers temps. OK, ben qu'est-ce qui s'est en train de se passer? Mm-hmm. Alors, c'est un sujet qu'on peut aborder, mais pas dans le sens de comment ça que tu as plus ton 90, puis je sais que tu vaux 90, puis tu es capable, puis tu vaux plus que ça. On vaut pas une note. Mm-hmm. Et tu sais, des fois, les gens ont l'impression que les notes vont avoir un impact dans la vie de leur enfant, dans le sens que, tu sais, si ils n'ont pas des grosses notes, mais c'est pas les notes qui vont avoir un impact, c'est comment on a réagi aux notes. Mais en terminant, Madame Vallière, je sais qu'il y a vraiment là, deux camps qui s'affrontent dans cette vision-là de une note et les autres qui veulent pas de note. Mais il y a des parents qui vont dire, il faut toujours bien qu'on garde un instrument de mesure pour voir qui réussit plus qu'un autre, qui a fait plus d'efforts, un instrument pour mesurer l'effort et mesurer les résultats. Des fois, on a l'impression qu'il y a des gens qui militent en faveur de tous les élèves sur le même pied d'égalité, tous les élèves ont 100%, on fait plus rien là, qui va mettre en compétition les élèves les uns contre les autres. Vous vous situez où là-dedans, vous? Moi, ce que je me situe, c'est pas le résultat, la note. Il faut juste vérifier que c'est toujours dans le but de mesurer le niveau de connaissance de la personne. Qu'est-ce qu'il a développé comme compétence durant toute son année scolaire? C'est ça qui est important. C'est de maîtriser, c'est consolider les apprentissages que j'ai faits. Donc, est-ce qu'on peut utiliser d'autres façons que des notes? À un moment donné, c'était des lettres. On est revenu aux notes. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est juste de vérifier son niveau de compréhension au niveau de ses apprentissages. Puis les notes, des fois, peuvent être utiles, comme on l'a vu tantôt ensemble, en disant, ben quand ça performe moins bien, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc, ça peut être des indicateurs pour d'autres choses, mais c'est peut-être la façon dont on l'interprète, cette note-là, qui est le problème, dans le sens que on a tous l'impression, puis souvent les parents sont très gonflés puis très fiers quand l'enfant reçoit, par exemple, la médaille du gouverneur, la médaille de l'excellence, votre enfant a eu 90 dans tout, meilleure moyenne générale. Mais finalement, peut-être que cette personne-là a fait beaucoup moins d'efforts, sans lui enlever aucun crédit, que l'autre personne qui s'est battue pour son 65%. Mm-hmm. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'on récompense pas suffisamment nos persévérants, ceux qui en font des efforts puis qui sont en difficulté. Puis encore une fois, ce qui est important, c'est comment on va réagir comme adulte en l'entour de ces gens-là, pas des traités de paresseux puis qui font pas assez d'efforts. Au contraire, c'est de travailler sur leur confiance en soi pour qu'après, ils soient capables de prendre des risques dans la vie. Madame Vallière. On obtient des résultats scolaires. Excellent. Madame Vallière, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'était fort intéressant. Merci. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Suzanne Vallière, qui est psychologue. Et il y a énormément de réactions au 98985 en passant. Et quand je vous parlais des deux camps qui s'affrontent, celui qui dit qu'il faut continuer de mesurer les élèves puis avoir une compétition entre les élèves, c'est un peu normal, ça nous prépare pour la vie. Et tu as l'autre camp qui dit arrêtez, il faut travailler sur d'autres compétences, justement, sur d'autres aspects de l'élève. C'est un débat qui est assez émotif, effectivement, mais qui prend beaucoup plus d'ampleur, j'ai l'impression, depuis les dernières années. Oui, beaucoup, beaucoup. Tu l'as remarqué aussi, hein? Oui, parce qu'on est dans des courants où l'objectif principal, c'est qu'un enfant se sente bien. Donc, tout est situé autour de la notion qui s'appelle l'estime de soi. Donc, ça crée des stratégies parentales et des stratégies pédagogiques basées sur l'évitement des émotions négatives. Donc, cette stratégie-là fait en sorte qu'il faut éliminer
de plus en plus n'importe quoi qui crée des émotions négatives. Et, mais oui, grande nouvelle, tout crée des émotions négatives sur une base quotidienne. Il y a plein de choses qui créent des émotions négatives et donc il y a plein de stresseurs. Donc on est dans une démarche de surprotection des enfants. Et ce qu'on remarque, c'est que ça fonctionne pas parce qu'on est, les enfants sont en piteux état au plan de l'apprentissage, au plan du décrochage, sur la santé psychologique. Et la conclusion, tenez-vous bien, c'est de se dire, c'est parce qu'on n'a pas encore fait assez. Donc, on repousse les limites de toute forme de stimulant qui pourrait, à un moment ou à un autre, éliminer des émotions négatives. Fait qu'on est, même si ça fonctionne pas, on se dit, c'est parce qu'il faut en faire encore plus dans ce sens-là. Disons qu'on remplit les agendas des enfants assez rapidement aujourd'hui. Hein. Faudrait surtout pas qu'il y ait 10, 15, 20, 30 minutes de libre dans la journée où on sait pas trop ce qu'ils pourraient faire. Non, un cours de ci, un cours de ça. On s'en était parlé. Oui, effectivement, je m'en souviens très bien. Oui. On va devoir s'arrêter pour une pause. Et Guillaume, au retour, on prend vos appels. Les lignes sont pleines. C'est quoi pour vous une note acceptable pour vos enfants? Est-ce que 70% c'est correct? Est-ce que 90% c'est correct? Est-ce que vous voulez la note de passage, tout simplement? Comment vous voyez les notes pour vos enfants? 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Ça a mis le feu! Oui, hein, j'imagine, hein? La culture de la médiocrité, encore une fois. Tu vois, c'est ça la psychologie, là, en ce moment, là. C'est deux courants. C'est vraiment deux courants qui s'affrontent. Puis honnêtement, je pense que le ministère de l'Éducation est un petit peu perdu là-dedans. Mais c'est que c'est les deux. Ouais. Il faut faire les deux. Ouais. Mais on comprend pas comment réconcilier ça, alors que ça se réconcilie très, très bien. Mais c'est comme s'il faut choisir un camp ou l'autre. C'est impossible. Parce que c'est sûr que tu t'en vas dans deux extrêmes. C'est comme si tu vas que dans des notes. C'est un concours de notes. C'est ça la vie, un concours de notes? Non. C'est comme, OK, il n'y a plus de notes. OK, plus d'évaluation. OK, fait que c'est basé sur mon feeling de mon effort. Mais en même temps, je peux comprendre que quelqu'un qui fait des efforts et qui travaille en malade, puis qui au final a pas une bonne note parce qu'il n'a pas atteint un certain niveau puis est en bas de la moyenne. Oui. C'est vrai que... Puis celui à côté d'éducation physique qui est juste génétiquement très bon en sport, qui ne fout rien, mais qui a une note incroyable, c'est vrai que c'est injuste, par exemple. Et tu vas me dire, la vie est injuste? Oui, c'est exactement ça. C'est que chiant, la vie. Puis c'est comme, faut tolérer ça. Il faut pas associer notre entière personnalité à ça. Mais oui, la vie est injuste. Oui, il y a des critères. Des fois, toi, tu vas réussir facilement quelque chose, les deux doigts dans le nez. Puis moi, je travaille 15 fois plus que toi, puis je vais avoir la moitié de ton critère. Moi, j'étais pas bon en maths, là. Moi, là, j'ai tellement travaillé fort, là. J'ai tellement travaillé fort en maths, j'ai fait toutes les récupérations. J'avais 69. J'ai tout donné. Mais c'était mon 69. Tu as réussi à aller en psycho, pareil. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Bref, tu sais, j'ai d'autres forces. Oh ouais, c'est comme, ben oui, c'est pas grave. C'est correct. Faut que je le sache. Ça, c'est dur pour moi. On commence avec qui? Ah ben oui, je le connais, cette tune-là. Le premier, c'est Eric, qui a deux filles. Une qui est surdouée, puis l'autre qui ne l'est pas. Je sais ce que tu penses de surdouée, c'est parce que je te dis ça. Mais attends, ça se peut qu'elle soit surdouée, mettons. Mais la deuxième, si est arrivée après, c'est la deuxième fille. Je sais pas laquelle des deux. Probablement. Okay. Probablement, la plus vieille, c'est la surdouée. La deuxième va se dissocier en ayant une mauvaise attitude pour ne pas être comparée avec la première. Ça ne veut pas dire... Les chances sont très faibles qu'il y ait un gros écart de QI entre les deux. Très, très faible. C'est très rare. Ça peut arriver, mais c'est rare. Puis ça, c'est un pattern typique de dissociation du deuxième enfant. Les lignes sont pleines, Guillaume. On va aller tout de suite à notre premier appel, qui est Éric qui veut nous parler. Bonjour, Éric. Bonjour, Elisabeth. Tout d'abord, je voudrais vous dire que Mme Vallière m'a fait réfléchir. J'ai bien aimé ce qu'elle a dit. Toutefois, moi, il y a des choses que je passe pas à côté et il ne faut jamais niveler par le bas. Il faut respecter la capacité du moment du jeune. Parce qu'il peut y avoir des moments dans sa vie où les capacités vont être un peu plus restreintes pour différentes raisons. On va découvrir qu'un enfant a un TDA et il faut dealer avec tout ça. Puis l'apprentissage, là, elle se fait à différents niveaux. On a l'apprentissage des connaissances et on a aussi l'apprentissage comment apprendre, trouver une façon d'apprendre. Oui, c'est pas la même pour tout le monde.
Oui, exactement. Alors, le jeune doit travailler là-dessus. Fait que c'est pas impossible que de la première à la 4e année primaire, ça soit très difficile. Il faut renforcer, il faut valoriser les efforts. Puis, vers la 5e année, les kids vont découvrir qu'avoir des 80, ça existe et ça leur arrive. Et vous, ça se passe comment chez vous, Éric? Ben écoutez, moi, j'ai un petit peu ce que vous disiez tantôt, mais j'ai une fille qui est surdouée, a terminé son secondaire avec brio, fiston qui a un peu plus de difficultés. Toutefois, ce que je viens de dire, ça s'est produit pour lui. Alors, la première à 4e année, très difficile. Et maintenant, les 80, il y en a de plus en plus et plus. Alors, par contre, on appréhende beaucoup le secondaire. Mais est-ce que vous êtes axé sur les notes chez vous, Éric? Est-ce que vous regardez beaucoup les pourcentages, puis il faut qu'il y ait un minimum de 70 ou quoi que ce soit? Moi, je leur dis tout le temps, sois à la hauteur de tes efforts. Alors, c'est sûr et certain, ma fille étant surdouée diagnostiquée, on s'attend à ce que les résultats soient meilleurs, soient bons. Et quand on a une moyenne de groupe de 88 et que ton enfant a 90, on peut se dire que les efforts sont moyens, sont pas mirobolants. Par contre, si on tombe dans le 95, 96, il y a beaucoup d'efforts. Mais c'est pas vrai parce qu'il y a des jeunes qui ne font aucun effort et que les résultats rentrent. C'est le cas de ma fille. Malheureusement, là, au cégep, qu'est-ce que ça va donner? Pas avoir été habitué de faire des efforts pour étudier, qu'est-ce que ça donne au cégep? Et c'est là que je pense que la clé est très importante, c'est qu'il faut valoriser, puis il faut faire du renforcement positif pour les amener à étudier. À travailler, apprendre en fait, à étudier. Oui, même si on est surdoué, il faut apprendre à faire des efforts. Mais mettez-la en garde. Éric, je vais vous laisser là-dessus, mais mettez-la en garde, votre fille, parce que moi, j'en ai connu des gens qui avaient des maudites belles notes au secondaire, puis ils ont frappé un mur rendu au cégep parce qu'ils travaillaient pas, justement. Peut-être que tu as vu ça aussi, Guillaume, là, tu as étudié pendant très longtemps. C'est pas parce qu'on est très bon au secondaire, puis qu'on s'assoit sur le fait qu'on fait pas d'efforts. Ça se peut qu'à un moment donné, ça nous rattrape ça, là. Parce que plus on monte haut dans les études, plus on s'entoure de gens qui sont aussi bons que nous, finalement. Oui, puis tu as des changements sociaux là qui se passent au cégep. Tu n'as pas la même liberté, tu as l'aspect hormonal, tu as l'aspect social. Et ça divertit des études. Donc, tu es plus libre. Donc, tu as des facteurs qui vont venir compétitionner. Qui étaient pas là au secondaire ou au primaire. Donc, il y a beaucoup de couches à additionner quand une personne rentre dans l'adolescence, dans le début de l'âge adulte. Ça me fait penser à quelqu'un qui a un fils qui joue Pee-Wee, puis il dit, il était tellement bon, mon fils, il va faire la Ligue nationale. Mais il joue Pee-Wee avec des gens qui sont pas au même niveau que lui, mais plus tu montes dans les niveaux, plus tu t'entoures de joueurs qui sont aussi bons que toi. Et d'autres sont capables, sont talentueux et étudient. Oui, ils travaillent fort, donc, exactement. C'est ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont les deux. Gros QI, grosse capacité, facilité, mais c'est ceux qui travaillent. Donc, dont la personnalité consciencieuse dont on a parlé d'ailleurs. L'année passée, je me souviens très bien. Stéphanie est avec nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour, ça va bien? Très bien, on vous écoute Stéphanie. Ben écoutez, moi j'ai beaucoup aimé la phrase de Mme Vallière quand elle dit une note ne définit pas un enfant. Nous, on a un fils, il va avoir 14 ans, donc ça va en secondaire 2. Et moi, j'ai très rarement accordé beaucoup d'attention à ses notes. Je m'explique, il y a des matières dans lesquelles il est très fort, exemple en exposé oral, il performe, il arrive avec des super notes parce que c'est facile pour lui. Puis je lui dis souvent, la pomme tombe pas loin de l'arbre parce que c'est ce qu'on fait, son père et moi, dans la vie, on est conférenciers, donc ça va de soi. Il y a d'autres matières pour lui où c'est un peu moins facile. Il arrive avec 75 en français écrit et on est super content. On sort les tambours et trompettes parce qu'on sait que pour lui, il a fait les efforts et c'est ça la note. Et à ce moment-là, moi, je lui dis toujours, Louis-David, il faut que tu donnes ton maximum, mais après ça, je lâche prise sur le résultat parce que je sais que la note ne définit pas ce qu'il va être, ce qu'il va faire dans la vie. Puis moi, je focus sur ses forces. Donc, quand je regarde sur le bulletin ou ailleurs aussi dans les sports, tu sais, un podium ne te définit pas non plus parce qu'on peut avoir la même discussion sur les sports. Mais tu sais, si on se pose la question, est-ce que mon fils est anxieux? Non. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il a du fun à l'école? Oui. Donc, pour moi, je trouve ça important. Puis oui, on est tous les deux, son père et moi, des gens qui avons étudié à l'université. Puis moi, je me rappelle, j'ai fait des études en administration. J'avais de la facilité, j'étudiais pas tant que ça. À part dans une matière en finance où j'ai eu 29% à l'intra, je me rappelle encore, puis j'ai 50 ans. Mm-hmm. Et j'avais tout donné. Est-ce que ça a défini ma carrière? Mais pas du tout. Je suis une femme d'affaires, j'ai du succès.
Donc, je sais pertinemment que il n'y a pas de relation entre les notes qu'ils ont et est-ce qu'ils vont réussir dans la vie. Il y a tellement de formes d'intelligence, vous le savez, Guillaume le sait aussi. Donc Stéphanie, merci beaucoup d'avoir appelé, merci. Puis ça m'a inspiré une réflexion, Guillaume, par rapport à ça, parce que moi, je me souviens que quand j'étais au secondaire, il y avait une fille dans mon année qui avait des notes exceptionnelles, des moyennes générales de 94-95%. Ouais. Ça se peut-tu qu'on met une grosse pression sur les jeunes qui ont de grosses notes pour faire des jobs, des métiers, disons, où l'accessibilité est plus mince? Là, on disait, elle va devenir médecin, elle va devenir première ministre, elle va devenir ci, elle va devenir ça. Ouais. Et aujourd'hui, cette fille-là, elle a une très belle carrière comme propriétaire d'une pâtisserie. Elle est hyper heureuse. Elle fait des créations exceptionnelles à tous les jours. Non, elle n'est pas devenue médecin. Malgré le fait qu'elle avait une moyenne générale de 95%, elle a fait ce qu'elle voulait faire. On met-tu une pression sur les jeunes qui ont de très grosses notes pour aller dans des milieux qui sont moins accessibles? C'est évident que oui. Et je pense que c'est correct d'explorer ça. C'est comme, OK, t'as un grand talent, t'as une facilité. C'est important d'explorer des choses qui sont rares. Qui peut amener une condition de vie, ainsi que tes enfants, ainsi que tes prochaines générations, des conditions de vie qui sont hyper positives, justement dans un contexte économique qui est difficile. Quand on a un talent, il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire avec ça de mieux? Et oui, faut regarder, qu'est-ce qui est justement plus difficile d'accès, puis tout ce que ça peut faire. Est-ce que j'ai une affinité avec ça? OK. Mais s'il y a une affinité, c'est super. Mais s'il n'y en a pas, ben là, ça sert à rien de faire quelque chose qu'on n'aime pas. Je suis d'accord. Mais oui, je pense que c'est sage de pousser un enfant, de dire, regarde, considère-le. Ouais, sache qu'il y a ces possibilités-là. Sache ça. Ouais. Mais, et c'est là le danger de ce que j'écoute depuis tantôt, c'est qu'une note, ça ne peut pas être une image sociale. C'est ça le problème. Parce que le cerveau se situe par rapport aux autres humains dans un système. Donc, quand tu as une note supérieure à une autre ou à ta moyenne, tu te situes dans ton cerveau au-dessus d'autres. Donc, tu as un avantage hiérarchique. Et ça te confère une espèce de position hiérarchique de prestige. Et les humains, c'est des junkies de prestige. Donc, à chaque fois qu'ils peuvent se dire ou se représenter une vision d'eux-mêmes au-dessus de la hiérarchie, ils vont essayer de le maintenir. Le problème, c'est que les parents utilisent les notes des enfants pour eux se garder comme étant les parents d'un enfant qui est plus prestigieux. Ouais. T'es fier, mon enfant, il a une moyenne de ci puis de puis ça. Je comprends la fierté, puis je comprends, on veut tout être au-dessus de tout le monde, puis je comprends. Mais le problème, c'est quand ça devient une drogue, c'est de dire, moi, je ne veux plus de 80. Parce que ce n'est plus l'image sociale que je veux. Je veux que tu maintiennes ton image sociale de 90. Donc, tu comprends que le 90, c'est plus une évaluation, c'est une image sociale hiérarchique. Donc, quand tu entretiens un rapport avec une note qui est une image hiérarchique, c'est malsain. Mais le problème, c'est pas la note. C'est comment tu te positionnes socialement avec la note, puis comment tu t'affiches avec la note. C'est pas le fait d'éliminer des notes, pas des notes. Ce n'est pas le bon débat. C'est beaucoup plus subtil que ça. Mettons qu'il y aura un gros sujet à faire sur les parents qui vivent à travers leurs enfants. Ah oui, ah oui, ah oui. Là. On y reviendra. Je vais le prendre en note, ça aussi. On a Gabriel pour nous parler. Bonjour, Gabriel. Bonjour, madame, ça va bien? Oui, je vous écoute, Gabriel. Oui, moi, écoutez, j'ai une fille, là, elle a 5 ans, elle est en maternelle présentement. On s'entend qu'il n'y a pas encore de note officielle, mais moi, je vais toujours exiger juste le minimum. Je vais être bien heureux, parce que pour moi, l'école, je trouve que dans la société, on en fait tellement quelque chose de super important, mais au final, qu'elle ait des diplômes, non, ça me dérange pas. Je veux qu'elle soit heureuse. Pour moi, c'est ça qui est plus important. Écoutez, moi, j'ai un secondaire 5, j'ai dyslexique, j'ai mon TDAH, je suis dysphasique. J'ai réussi parce que je me suis donné à fond la caisse à l'école, mais quand j'avais des notes de 40%, il n'y a rien qui me décourageait le plus que ça, parce qu'on veut juste de l'élitisme à l'école. Puis c'est ça que je trouve ça dégueulasse. Les professeurs veulent juste travailler avec les meilleurs, puis ceux qui sont moins bons, ils sont comme un peu délaissés, puis moi, c'est ça que j'ai vécu. Puis moi, ma petite fille, elle le sait, j'ai dit, papa, tu vas être fier de toi, tu donnes à 100%, puis si t'es heureuse comme ça, c'est ça que je veux. J'aime mieux voir ma fille avec un gros sourire au visage que de l'avoir pleuré parce qu'elle a des mauvaises notes à l'école. Parce que c'est comme quand on a inventé les cégeps au Québec. Même les cégeps, moi, c'est ça qui m'a fait décrocher. Quand j'étais rendu au cégep, parce que moi, je vais être prof d'éduc, c'était ça mon rêve,
Mais avec le cégep, je trouve que c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent pour la société. Moi, j'étais prêt à aller directement à l'université, aller chercher mon diplôme directement à l'université, mais en place, il a fallu que je perde mon temps pendant 2-3 ans au cégep, avec des cours qui m'intéressaient tellement pas. On vous a perdu à ce moment-là, vous, là. C'est là que c'est arrivé. À ce moment-là, j'ai décroché, puis j'ai été chercher le choix du transport, puis je suis le plus heureux, je suis capable de nourrir ma famille, puis c'est ça qui est pas. Mais vous n'êtes pas le seul, Gabriel. Merci beaucoup d'avoir appelé, Gabriel. Et vous n'êtes pas le seul. Le nombre de témoignages que j'ai entendus, surtout des garçons qui ont décroché au cégep. C'est là qu'on les a perdus. Là. Ça a comme été une espèce de 2 ans de « je sais pas trop où je m'en vais, j'ai juste 17 ans, je suis pas encore assez vieux et assez mature pour savoir dans quoi je vais aller nécessairement. » Puis en même temps, tu es très laissé à toi-même là, au cégep. Il y a beaucoup de gens qu'on a perdus au cégep, je pense. Ça se peut oui, puis beaucoup plus de gars. Tu sais, quand je te parle qu'il faut falloir reparler de la condition des hommes, va falloir qu'on aille là, même si le Québec, c'est hyper féministe, va falloir qu'on en donne un petit peu sur la condition des hommes. Parce qu'il y a plein d'indices qui vont un petit peu partout à différentes tranches d'âge que c'est pas des indices qui sont rassurants pour le futur. Donc, le décrochage scolaire fait partie de certains symptômes, justement. Donc, oui, puis ça, c'est... Tu sais, par rapport aux notes, tu sais, avoir 40%, 90%, ce qui est important, c'est de viser quelque chose. C'est comme n'importe quelle cible dans la vie. Tu sais, tu fais une activité, tu vas viser quelque chose, OK, qui est un guess selon, puis il y a différentes façons d'évaluer qu'est-ce que une bonne évaluation d'un bon objectif pour toi. Et là, l'idée, c'est de dire, OK, j'essaie d'atteindre ça. J'essaie. Puis après ça, on va regarder ce qui s'est passé, puis on va débriefer, puis on va analyser, puis après ça, on va se faire une autre cible. Ce qui est important, c'est quelle cible tu te donnes. C'est pas un titre social de dire, moi, c'est un 90. Non, c'est comme n'importe quelle cible. C'est comme si tu me dis, là, moi, je veux me mettre en forme demain. Puis là, moi, je te dis, ben regarde, en bas d'un marathon, ça look pas good. Fait que fais pas ça. Ça a-tu du sens, 2 minutes? C'est comme, d'où tu pars, OK. Quels sont les moyens qu'on a actuellement? On va choisir un petit marathon, une petite course qui fit avec toi, puis on va partir de là, puis après ça, on va évaluer, puis on va dire, OK, on est capable de se dépasser mieux, on peut aller à une autre étape. Puis peut-être qu'éventuellement, tu vas faire un marathon, puis peut-être c'est plus difficile pour toi physiquement faire un marathon ou pas. Mais une note, c'est quelque chose qu'il faut viser. C'est absolument fondamental de garder les notes, mais c'est important de comprendre qu'une note, c'est une cible. C'est pas juste quelque chose qu'il faut avoir. C'est pas une définition de toi-même. Non, puis c'est pas une compétition contre les autres. C'est une cible pour toi, pour apprendre à te dépasser, à surmonter des défis. Ben à ce moment-là, est-ce qu'on devrait éliminer la moyenne générale? Non, non. Parce que si on travaille juste pour nous, ça sert à quoi de se comparer aux autres à ce moment-là? Il faut se situer. Okay, parce que si la moyenne est 32%, puis tu as 57%, ça dit quoi dans un univers de notes? Un chiffre, c'est vrai, il faut l'organiser statistiquement. Mais encore là, ça dépend de ton rapport, puis ton utilisation de ton apprentissage, puis de ton dépassement. C'est pour ça que l'apprentissage, c'est pas des notes, c'est beaucoup plus large que ça. Éliminer des notes ou mettre l'emphase sur les notes ne réglera absolument pas la question. Et de toute façon, si c'est une idée qu'on envisage présentement, tu peux pas le faire juste au primaire et au secondaire, parce qu'après ça, tu vas arriver au cégep, puis ce qui va déterminer ton accès à des études supérieures, c'est ta cotère, qui est en fonction des notes des autres, entre autres. T'as un paquet de facteurs, là, mais c'est entre autres une comparaison avec les autres. C'est important, parce que c'est comme, être chirurgien, c'est difficile. Mais c'est comme, OK, ça va être des gens qui vont avoir la vie d'autres personnes entre leurs mains. C'est comme, il faut trouver une façon d'évaluer qui va avoir ce genre de responsabilité-là. C'est pas parce que c'est une meilleure personne que d'autres, c'est que c'est proportionnel à des responsabilités. C'est normal, et on est dans un système de ressources limitées, où les places sont limitées, puis il y a des talents qui sont inégaux, c'est comme ça. Est-ce que c'est injuste? Regarde, oui, c'est injuste. C'est 100% injuste, ça m'écarte complètement. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a une grosse discussion à y avoir, je pense, par énorme, rapport à... énorme. On n'est pas sorti de là, je pense. Mais sursimplifier le truc autour des notes, c'est faire une grave erreur. On va s'arrêter là-dessus. Ça réagit encore. Je pense qu'on aurait pu faire 2 heures sur ce sujet-là, les notes. Ben oui. Un sujet qui réagit beaucoup. On s'arrête pour la pause. Au retour, c'est le retour du courrier du cœur, mesdames et messieurs. Eh oui. Appréhendez-vous vos vacances avec votre conjoint. C'est le thème. On y revient dans quelques minutes. Ah, c'est intéressant, ça, les notes. Hein? Oh, mon Dieu. C'est comme une espèce de glimpse de ce que ça aurait été. Oui, c'est ça. Juste pour écœurer, là. Rien qu'il faut dire, tu sais. J'avais posé une question personnelle, mais...
Pas là. Pas là. Il y a beaucoup d'hommes qui disent qu'ils se sont cassés la gueule au cégep. Je suis passée d'être une bolle au secondaire au cégep, là, on m'a perdu complètement. Les parties, la liberté, c'est vrai que c'est une espèce d'avant-goût de la liberté, parce que tu vas à tes cours quand tu as des cours. C'est pas, moi, au secondaire, je peux même pas sortir sur l'heure du midi. Oui, non, c'est un monde, le cégep. Les filles. Les filles, exactement. C'est puissant pour un gars. En fait, c'est la recette parfaite pour perdre du monde. Sérieux, là, c'est comme... Oui, c'est comme une espèce d'institution flottante entre le secondaire qui est essentiel, puis l'université. Là, tu as ça, les matières sont plates, tu as full liberté, pas de but. Oh wow, c'est idéal pour rester accroché avec quelque chose, moins de suivi. C'est une grande affaire. Je ne sais pas pourquoi. On est vraiment les seuls à avoir ça. Parle-moi pas là-dessus. Une année de plus au secondaire, le temps d'acquérir un petit peu de maturité. Là, puis je comprends. C'est quoi l'historique du cégep? C'est quoi? Faudrait que je lise un peu là-dessus. Là. Je suis un peu ignare là-dessus, mais... Tabarnouche. Tari, tu dis ça... tu sais, je voyage beaucoup. Fait que j'explique le système scolaire, tu sais, cégep. Je passe 3 heures à expliquer c'est quoi le cégep, puis même au bout de l'explication, ils sont comme... Mais ça se peut-tu que ça serve à rien? Non, on a tous le feeling que ça sert à rien, mais en tout cas, c'est là. Ils sont comme, mais ouais, mais pourquoi vous avez besoin de ça? Faites juste le pont entre le secondaire et l'université. Non, pas nous. Les autres, c'est ça. Faut faire différence. Alors là, il faut que je vous rappelle que la présence de Guillaume pendant toute l'émission aujourd'hui, c'est un bonus. Normalement, ça va être à cette heure-ci, les vendredis, que tu vas arriver avec nous, Guillaume. Oui. C'est un cadeau que tu nous as fait aujourd'hui. C'est un cadeau que je me fais aussi. Je me fais. On est tellement contents, c'est vraiment le fun. On n'avait pas de petite chanson de l'année passée. Non, c'est ça fait bizarre. Ça aurait été le fun. Alors, normalement, à chaque vendredi, à cette heure-ci, Guillaume, tu vas être avec nous. Là, c'est jeudi aujourd'hui parce que demain, c'est férié. Oui. Et le sujet, on se donne une petite liberté là, de choisir avant l'émission, mais ça se peut que ce soit un courrier du cœur à chaque fois. Oui, parce qu'on avait bien aimé la dernière fois, puis on pense que vous aussi. Donc, faut choisir notre highlights. Et absolument. Et là, donc, on est à l'approche des vacances. En fait, certains sont déjà en vacances. Les vacances en couple. Il y a des gens, Guillaume, qui vivent dans le stress et dans la routine durant toute l'année. Et là, ils attendent les vacances d'été pour ressouder leur couple, pour se retrouver. Oh oui, ils attendent les vacances. Et ça met une pression peut-être sur le couple. Parce que là, tu dis, il faut que ce soit le fun, nos vacances, parce que le reste de l'année, c'est routinier et c'est pas plate, mais disons que c'est pas pareil. Oui. Est-ce que vous appréhendez vos vacances avec votre conjoint? Est-ce que vous êtes déjà séparés en vacances? Avez-vous déjà réparé votre couple en vacances? Est-ce que les vacances en couple, pour vous, c'est le seul moment de l'année que vous permettez de vous retrouver puis de vous convaincre que ça vaut la peine de continuer avec votre couple? 514-790-9850 ou le 1866-790-9850. C'est quand même spécial d'avoir cette mentalité-là, de dire, une fois par année, là, pendant nos vacances-là, il faut que ça fonctionne parce que le reste de l'année, on tombe dans une période un peu plus pas plus difficile, mais plus routinière, mettons. Ce qui me vient à l'esprit, c'est les humains et la magie. Moi, c'est ça qui me vient à l'esprit. Il y a une affaire là qu'on conçoit qui va être magique, par exemple les vacances, et là, il y a un reset qui doit arriver. Et pour tout. Pour nos deux, les relations, mon énergie, ma santé, je vais retrouver mon goût de vivre. Là, je vais être prêt à réattaquer l'année. Il y a une pression énorme sur les vacances. Et là, évidemment, comme le couple, c'est aussi un sujet, là, tu accumules des choses dans ton couple pendant l'année. Donc là, tu es terrorisé à l'idée que ton ou ta partenaire gâche
tes vacances. Donc, t'as peur de ton conjoint, ta C'est vrai? conjointe. Absolument. Oui. Ah oui. Parce que là, tu dis là, c'est parce que c'est mes vacances. Mais tu dis pas ça, mais tu te le dis dans ta tête. Tu fais, bon, là, c'est mes vacances, là. Ça, faut que ça va bien aller. Ça va être bien le fun. Là, j'espère juste que là, elle va pas... Ça va bien aller, là. Fait qu'implicitement, c'est comme tu veux te rapprocher de ton partenaire, mais t'es autant terrorisé par ton partenaire ou ta partenaire. Ouais, vraiment. Donc, c'est super. Alors, puis je vais te donner un autre exemple. Là. Mettons un couple qui a eu un enfant dans la dernière année. Oui. T'entends-tu que la première année, là, avec un enfant, ça Un peut petit être... peu il y a occupé. oui, puis il y a beaucoup d'ajustements aussi. Ah, les stresseurs sont énormes. Oui, peut-être qu'il y a des situations sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, Oui. il y a beaucoup de négociations. Bon, bref, là, ça fait un an, on a un peu perdu notre intimité, on a peut-être un peu perdu notre couple. Là, arrivent les vacances. Ah là, il faut qu'on se retrouve. Il faut qu'on se retrouve parce que... Tu l'as dit, Exact. il faut. Il faut qu'on se retrouve. Et là, il y a un stress puis une pression immense qui est mise sur le fait que, mettons que nos vacances, c'est pas le fun et ce n'est pas à la hauteur de ce à quoi moi je m'attendais. Oui. Mettons qu'on retrouve pas notre intimité d'antan. Mettons qu'on retrouve pas notre plaisir d'antan. Ben oui. Là, ça veut-tu dire que le couple est fini, là? Fait que tu pars pas sur des bonnes bases pour avoir une belle vacances, disons. C'est ça, parce que tu dis, est-ce que j'ai les moyens de revenir dans ma vie normale en ayant des vacances pas bonnes? Je pense pas. Donc là, on est même pas prêt à accepter d'être pré-déçu. C'est comme non, je peux pas être déçu. Là. Pas cette année, je peux pas. J'ai la corde ici là, je peux pas être déçu de mes vacances, pas celle-là. L'année prochaine, je serai déçu. Cette année, je peux pas. Il faut que ça score. Hey, c'est pas une recette gagnante pour bien Non. partir, disons. 514-790-9850 ou le 1866-790-9850. Appréhendez-vous vos vacances avec votre partenaire? Est-ce que vous êtes déjà laissé en vacances? Avez-vous déjà retrouvé votre couple en vacances? Ça signifie quoi pour vous les vacances à deux avec votre partenaire? On a Alain au bout du fil. Bonjour, Alain. Bonjour, ça va bien? Oui, on vous écoute, Alain. Ouais, moi, c'est juste que ça fait 5 ans que je suis avec mon partenaire, puis on n'a jamais eu de vacances seul. OK. Là, je m'en vais en vacances seul avec lui. Fait que je vous dirais que je sais pas comment que ça va aller. Hey, mais c'est un bon point, Alain, parce que quand on a un nouveau couple ou quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, souvent on dit le premier voyage va un peu donner un préambule de ce qui s'en vient pour le reste de notre couple, disons. Là. Non, c'est parce que à l'année longue, là, il y a toujours du monde à la maison. Fait qu'on a toujours des soupers, des ci, des ça. Fait que là, je pars en vacances et je me dis, oh, palais. Je suis seul avec moi, Est-ce que ça te fait peur, Alain? Est-ce que tu as peur de ça? Hein? Est-ce que ça te fait peur? Ben, je te dirais pas la peur. Je te dirais plus le... Tu sais, je pars avec des appréhensions parce que, tu sais, que tu as retrouvé tout seul avec quelqu'un, que ça fait 5 ans que tu étais avec, puis il y a toujours du monde autour. Oui. Je te dirais que ça me laisse un petit peu sur mes gardes. Ouais, J'ai ben, peur que ça n'aille pas bien, mais de l'autre côté, je me dis, j'ai rien à perdre, mais c'est pas... Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, moi j'appelle ça un peu comme de la peur, mais c'est correct que ça ne tente pas d'utiliser la peur, mais on peut dire appréhension, rester sur tes gardes si tu veux. Mais dans le fond, c'est parce que c'est nouveau aussi pour vous deux. Ben, c'est parce que comme la première fois qu'on a pris des vacances ensemble, la belle-mère était là. Ah, là, c'est on pas n'a jamais pareil. été seuls. Mais Alain, est-ce que vous avez peur de vous ennuyer avec lui? Est-ce que vous avez peur de ne pas avoir de sujet de conversation? Disons, principalement, c'est quoi que vous appréhendez? Moi, je te dirais qu'à tout le fait qu'on est ensemble, là, c'est toujours, on dirait que dans sa tête, il faut que ça bouge pour qu'il y ait du monde autour. Ah. Là, je me dis, my God, on s'en va tout seul. Ah, je comprends. Comment ça va aller, tu sais? Ben ça, c'est une bonne discussion à avoir avant, peut-être, discuter de comment vous voulez vivre ça. OK. J'en ai parlé. OK. J'en ai parlé, puis ça va aller super bien, fais-toi-en pas. Mais j'ai dit, je te dirais que j'ai plus des appréhensions moi-même, tu comprends? C'est plus ça. On part bientôt, en plus. T'sais. Bon. Mais vous, Alain, là, êtes-vous le genre de personne que vous êtes capable de rien faire une journée de temps, on va s'écraser à la piscine avec des petits drinks, puis envoyer donc, ça va être relax. Êtes-vous ce genre de personne-là, vous? Je te dirais que moi, je suis pas le genre à faire du bacon sur la plage. OK. Fait que vous bougez aussi quand même, là. Moi, j'aime beaucoup visiter, j'aime beaucoup faire plein de choses, parce que je trouve que quand je voyage, c'est pour apprendre de l'autre place. Je suis pas un gars qui va dans le tout inclus, parce que j'ai toujours fait des voyages, je vous dirais, plus constructifs, puis plus historiques, voyager, tout voir les choses autour, tu sais. OK, je comprends. Mais là, on s'en va justement pour aller visiter. Mais on va se retrouver aussi
seul en montagne. Alain, je pense que le fond de la question n'a pas été vidé. Là. Je pense que ça mérite encore peut-être une discussion préalable avant de partir. Merci beaucoup d'avoir appelé, Alain. Bonnes vacances, Alain. Ça me fait plaisir. Bonne chance aussi. non, mais je sens beaucoup d'appréhension de la part d'Alain. Non, mais c'est ça. C'est important, ça. On le sent comme... Ouais, on en a parlé. Ouais, OK. Puis... Ben, j'ai encore peur. Ben oui, mais c'est parce que c'est pas fini, les amis, là. C'est que quand tu restes avec quelque chose, c'est parce que vous êtes pas allé exactement sur le bon sujet. Ah non, clairement. Là, c'est quand, là, on va être pognés en montagne ensemble, on va se regarder, on va flatter un arbre, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est vrai que quand tu t'étais avec quelqu'un depuis plusieurs années, puis tu vois que la personne veut toujours avoir des amis à la maison, toujours un souper d'amis. On peut jamais être tout seul un vendredi soir. Là, tu dis, on s'en va en vacances tout seul. Est-ce que je vais être assez pour cette personne-là, tu sais? Puis, tu vois, sa conjointe, j'ai pas compris, mais... Son conjoint, oui. Oui, c'est ça. Qui dit, fais-toi-en pas. Le but, c'est pas de se rassurer ensemble, c'est de comprendre des choses, de mettre le doigt sur... Des fais-toi-en pas, moi, ça me rend anxieux entendre la phrase fais-toi-en pas. C'est comme, ça, c'est pour que je m'en fasse. Exact. Ça, c'est la recette de, il y a quelque chose, ça paraîtra pas. Quand tu dis fais-toi-en pas, là, c'est comme si je te dis, il y a quelque chose, mais on va essayer que ça paraisse pas. C'est comme, c'est pas ça que je veux vivre. On veut vivre une vraie affaire. Mais c'est quoi les vraies affaires? Fait que, tu vois, voyez-vous comment, tu sais, on parle beaucoup d'évitement de sujets de conversation. Voyez-vous comment que ça s'insère? Ça s'insère dans le discours normal de, on veut que ça aille bien. Oui, on veut que ça aille bien. Ça, c'est le résultat. Mais pour arriver là, faut faire le travail. C'est pas supposé être facile, en fait, être en couple. Hein. Si c'est Non. trop facile, Puis même il y a les pas de travail, vacances, là. Oui. même si on veut que ce soit positif, il faut travailler nos vacances. C'est un projet comme un autre. Absolument. Après, est-ce que vous appréhendez vos vacances avec votre conjoint? Vous êtes-vous déjà séparés ou réconciliés en vacances? Qu'est-ce que ça représente pour vous, passer des vacances avec votre conjoint? 514-790-9850 ou le 1866-790-9850. On continue à prendre vos appels au retour de la pause. C'était drôle, là. C'était drôle. Hey, T'as-tu peur? Non. Non, série d'appréhension, de terreur nocturne, sueur froide, évitement et pilule. Ah. J'ai des cheveux blancs depuis 2 semaines, là, mais sinon, Pas de la peur. Non, il n'y a pas de peur. Écoute. Mais tu vois, c'est ça. C'est juste dans le fait de dire non, il n'y a pas de peur. C'est comme, pourquoi tu y vas pas? C'est comme, tu iras pas dans le sujet, là. Tu vas vouloir te faire rassurer par ton conjoint qui va dire, fais-toi-en pas. C'est comme, vous êtes deux en train d'éviter. Qu'est-ce que vous allez faire sur la montagne, là? Vous pourrez pas éviter. Fait que les deux ont peur de situations où il y aura pas les outils pour éviter comme d'habitude. C'est ça la situation. C'est une montagne. C'est qu'on va se cacher. On ne peut pas se cacher. Il n'y a pas de belle-mère, il n'y a pas de drink, il n'y a personne, il n'y a pas d'activité. Ça, c'est de la peur d'avoir des affaires d'en face. C'est comme on n'aura pas le choix de se parler, là. C'est assez... C'est fou pareil, hein? Mais il a été honnête, par exemple. Tu sais, il y a combien de couples qui se sont rencontrés juste avant la pandémie? Là, 2 ans et demi de temps, on ne peut pas voyager. Là, t'arrives, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, qu'on fait notre premier voyage. Ça a besoin de marcher, hein? Vous avez besoin d'être des voyageurs plus récents. C'est comme les notes. Tu sais, peut-être pas viser 95. Tu sais, vise 70% de ton voyage. Tu as un beau 70 de découverte. Puis, tu sais, au lieu de réussir... Hein? Baisser les attentes. Ben, un premier voyage, hey, tu sais, il y a tellement d'imprévus. Il y en a de la découverte puis de la surprise. Hey, moi, les dernières stats là, que François a dit, là, les hommes font 53 000. On commence avec qui?
En compagnie de Guillaume Duluth, on parle de vacances de couple aujourd'hui. Je vais te lire un texto qu'on a reçu au 98985, Guillaume, qui résume notre sujet, je pense, parfaitement. Quelqu'un nous écrit « Je dois avouer que cette année, nos vacances vont déterminer si je reste ou non avec mon mari, avec qui je suis depuis 18 ans. À chaque vacances, il s'arrange toujours pour les gâcher. Il est égoïste, il ne pense qu'à lui. Il est en vacances pendant que je planifie tout et il trouve le moyen de chialer sur une activité que j'organise. Elle est tannée, je pense. » Oui. Oh, ton micro est pas ouvert. Oui, voilà. Oui. Hi, bonjour. Oui, moi, statistiquement, c'est faible pour que ça puisse continuer un couple comme ça. Ça regarde pas bien selon toi ce que tu regardes, là? Ouais, non, la tendance n'est pas là. Il y a beaucoup de frustration, ça, c'est clair. Cristallisation des comportements. Il semble qu'il n'y a pas vraiment d'amélioration. Elle s'attend à la même chose. Je vois pas les mécanismes qui vont faire en sorte que, les choses vont changer. Fait que, oui, c'est ça. Mais clairement, les attentes sont assez différentes des deux. C'est sûr que si tu prends du temps pour planifier des vacances, tu t'attends peut-être à une certaine forme de reconnaissance en retour. Pour le temps investi, ça arrive pas tout le temps, cette reconnaissance-là, malheureusement. Même que des fois, tu as l'inverse. Il va chialer que c'est pas l'activité. Mais ça, par exemple, ça me tape ses nerfs. Quelqu'un qui chiale, qui a pas fait d'effort, ça, c'est épouvantable. Qu'on voit pas les choses de la même façon, OK, ça passe. Mais reprocher à quelqu'un qui a travaillé, ça, c'est épouvantable, ça, pour moi. Puis il y en a, sur plein d'aspects, c'est ça. Hein? Comme, mettons, si c'est la femme à la maison qui cuisine, par exemple. Le mari, il fait jamais rien pour nettoyer, faire la vaisselle puis cuisiner, puis il trouve le moyen de chialer sur le souper. T'sais. Mais ça, c'est un pattern. Hein? Ouais. C'est la personne qui en fait le plus qui va se faire reprocher le plus de choses. C'est fou, hein? Oui. Parce qu'il faut mettre nos limites très, très tôt, j'imagine. Oui, c'est pour ça qu'il faut vraiment se parler sur la répartition des tâches. Parce que quand tu t'exposes à faire plus d'affaires pas parfaitement pour l'autre, parce qu'évidemment, t'en fais plus. Statistiquement, t'as plus de chances de faire des erreurs, donc ça veut dire que tu t'exposes plus à de la critique négative alors que t'en fais plus. C'est absolument incroyable. Vu de même, effectivement. Oui. On a Gina qui est au téléphone. Bonjour, Gina. Allô, ça va bien? Ça va très bien. On vous écoute, Gina. Ben moi, je pense pas que c'est une semaine qui peut faire que ça peut changer quelque chose dans un couple, parce que ça marche pas avant, ça marchera pas dans ta semaine, même si tu essayes de tout faire. Souvent, l'autre personne, tu sais, sont peut-être pas à la même place, tu sais, au même niveau. Moi, je suis sûre que c'est une relation qui marche super bien. Moi, ma relation, elle marche super bien. Puis, je vais aller en vacances, ça va aller aussi bien que dans mon quotidien. Vous êtes jamais chicanés en vacances, Gina? Jamais. C'est très, très rare qu'on chicane. On est tous sur la même longueur d'onde. On va en vacances, on se repose, on fait rien. C'est ça qu'on veut à partir, tu sais. Depuis qu'on est ensemble, ça a toujours été comme ça. Fait que, tu sais, on est bien, on est toujours bien, que ça soit à la maison, avec du monde. On est toujours heureux. Non, c'est trop parfait, votre affaire, Gina. Il y a de quoi qui marche pas. Gina a raison. C'est que tu peux pas penser qu'il y a quelque chose de magique qui va se passer en vacances, de significativement différent de ta vie. Si ça va pas bien dans vos interactions sur une base quotidienne, il y a absolument rien de vraiment différent. Même si comme moi, disons, là, je serais dans une relation qui marcherait pas, là, puis moi, je veux que ça marche, là. Oui. Mais l'autre, peut-être que lui, il s'en fout, là. L'autre, il s'en fout, puis lui, il veut que ça marche, mais il veut pas faire d'efforts. Alors, ça peut pas marcher. Tu sais, je pense que dans une relation, les deux, il faut faire des efforts. Puis quand les deux font des efforts, c'est pour ça que ça marche. Oui. Parce tout à fait. Tu sais, lui fait telle affaire, moi, je vais faire telle affaire. Nous autres, on se complète. Tu sais, je te dirais que j'ai une relation parfaite, là, puis je suis super chanceuse. Puis ça fait combien de temps que vous êtes en couple? Ça fait 6 ans. 6 ans? C'est gratitude. Gratitude fois 1000. Tous les matins, quand je me lève, nous, on s'envoie des messages, on se dit qu'on s'aime. C'est tout ça comme Bravo. ça, tu sais. Bravo. Puis, mais ça, faut le travailler à tous les jours, à tout, tu sais. C'est comme ça, puis c'est pas facile, une relation. Ah non. Mais on veut que ça marche, les deux. Fait que ça marche, c'est ça. Quand on veut que ça marche, ça va marcher. Mais bravo. Gina. Bon. Merci. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Oui, merci. J'aime bien les vacances, là. Bon. Merci beaucoup d'avoir appelé, Gina. Bonne journée. C'est vrai, c'est un bon point. Puis écoute, quand j'ai demandé là, si elle s'était déjà chicanée en vacances, là, y a-tu quelque chose de pire que de se chicaner en vacances? T'as plus de repères. C'est épouvantable. La chicane, elle est exponentielle. Parce que tu vas pas dans ta chambre pour bouder. Tu vas pas prendre une marche dans le quartier. Tu vas pas. Mais sais-tu qu'est-ce qui rend fou en plus? C'est que pendant que tu te chicanes, pendant que tu as des émotions négatives, tu fais...
Là, je suis en train de gâcher mes vacances, là. Je suis en train, que c'est j'ai moi qui payé gâche, pour. là. Là, t'es comme fâché contre toi, contre l'autre, contre l'environnement. Là, ça te fait une loupe qui est fâchée sur un autre enjeu, qui est un autre enjeu, puis c'est épouvantable. Ah non, vraiment. Là, je pense que l'idée, c'est d'éviter le plus possible les chicanes en vacances. Si on sent que ça s'en vient, mettez ça dans une petite case, puis vous en reparlerez au retour, parce que ça peut dégénérer assez rapidement en vacances. C'est pire. Tout est pire, je pense. Oui. Parce que tu veux pas. C'est le moment où il n'est pas question que tu vives ça. Ça arrive là, c'est clair. Guillaume, on va se retrouver vendredi prochain à la fin de l'émission. Donc, la dernière demi-heure, tu vas être avec nous, probablement pour un courrier du cœur. Vous pouvez toujours nous proposer des sujets en passant. On est toujours très, très ouvert à ça. Ben oui. Alors, c'était un extra aujourd'hui que tu sois là pour l'émission au complet. Oui, puis merci de l'accueil. Écoute, vraiment merci content. À toi. Merci à tout le monde. Écoute, c'était comme une espèce de rappel de ce qu'on avait vécu l'été dernier avec ni noir ni blanc. Alors, on va se retrouver vendredi prochain. Puis d'ici là, on peut toujours te suivre sur tes médias sociaux. Oui, suivez-moi, Guillaume Duluth de Communication Psycom, Facebook, Instagram et tout ça, pour formation en Afrique et online en communication. Oui, je regarde souvent ça d'ailleurs, tes formations en Afrique. C'est quelque chose. Ça a l'air d'être quelque chose, vraiment. C'est quelque chose. Alors, merci d'avoir été là, Guillaume. Écoute, je veux pas faire de promesses en disant ça va être à chaque vendredi un courrier du cœur. Peut-être qu'à un moment donné, on va dériver un peu, on va aller ailleurs, là. On va où le fun va. Oui, exactement. Mais pour ça, il faut vous participer en passant. C'est ça. Quand on fait des courriers du cœur puis qu'on vous demande de vous mouiller un peu, là, si vous voulez changer votre prénom, il n'y a pas de problème. Mais il faut participer parce que sinon, on va trouver d'autres sujets. On va s'entertainer différemment. C'est clair. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. C'est le long week-end qui s'en vient. Oui. Alors, j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir. Il annonce beau, en plus, sous le soleil. Est-ce que tu restes au Québec, Guillaume, ou tu t'en vas, là? Je m'en vais la semaine prochaine. Ah, OK, oui, parfait. Je m'en vais au Panama. Ah, ben c'est agréable. Oui. On va te suivre sur ton compte Instagram si on veut savoir voilà. quelles sont tes prochaines aventures. Mais c'est pas parce que tu es à l'extérieur du Québec que tu seras pas avec nous. Oh, alors, non. vendredi prochain, 11h30. En fait, à tous les vendredis pour les prochaines semaines, on sera avec Guillaume pour le segment ni noir ni blanc. On va le dire comme ça. Hey, bonne fin de semaine, tout le monde. Profitez-en. Il annonce super beau. Reposez-vous bien. Bye, et nous, on se retrouve lundi à 10h pour l'effet Normando, version estivale. Ah, comme si on avait déjà fait ça. C'est ça. Hey, bye tout le monde. Merci d'avoir été là.